Mesdames, messieurs, installez-vous confortablement, prenez une verveine, un vermouth, ce que vous voulez, un verre de vin blanc. Franchement, ici, c'est une émission où la liberté prime et prévaut. Bonjour Magali Lunel, vous allez bien ? Bonjour, oui, je vais. Bon, d'ailleurs, je tenais à vous dire en guise de préambule que nous ne souhaitons pas que cette émission devienne, comment pourrais-je dire, une espèce de foire à l'anti-trumpiste. Voilà, on peut être anti-trumpiste, bien évidemment, tant qu'on veut dans cette émission, présenter des arguments. On a même le droit d'être de mauvaise foi ou de bonne foi, peu importe. Mais je vais essayer de m'astreindre à conserver, je dirais pas de l'équilibre, mais qu'il puisse y avoir de temps en temps des représentants du président des États-Unis qui viennent dire « Ah, je suis pas du tout d'accord avec vous, etc. » Je vais m'astreindre à cet exercice. Aujourd'hui, par exemple, nous aurons Randy Yalos, qui est un avocat franco-américain qui représente les intérêts du Trumpisme et des Républicains. Donc, il sera avec nous, voilà, pour nous dire « Non, vous vous trompez, Donald Trump, vous caricaturez un peu. » Voilà, mesdames, messieurs, c'est ça le débat. Alors, autour de la table, qu'y a-t-il ? Lynn Teheni est avec nous, journaliste franco-libanaise. Merci de nous rejoindre. Nous avons bien évidemment Magali Barthès. Bonjour. Bonjour. Isabelle Saporta et Renaud Pila, nos éditorialistes, sont là. Richard Verly nous rejoint dans un instant, cet éditorialiste suisse. Et puis, nous sommes avec le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, professeur des universités. Vous avez publié il y a 2 ou 3 jours, mon général, stratégie. Regardez, vous avez vu comment on fait les choses bien. Votre petit éditeur sera heureux. C'est un grand éditeur. C'est un grand éditeur, Odile Jacob. Voilà, il sera heureux. Bon, voilà, vous êtes confortablement installés devant votre écran plat, vous êtes heureux. Voilà, eh bien, mesdames, messieurs, l'émission va commencer. Et ça n'est pas encore vraiment aujourd'hui qu'on va parler des petites affaires politicardes de la France, car encore une fois, nous sommes télescopés par l'actualité internationale. Et on va commencer par ces images. Regardez des images en direct de Téhéran, puisqu'aujourd'hui marque le 40e jour de la guerre au Moyen-Orient, marque donc le 40e jour de la mort d'Ali Khamenei, le guide suprême iranien, vous le savez, tué aux premières heures des frappes israéliennes et américaines. 40 jours comme la période de deuil donc observée en Iran, avec donc toute cette population qui sort dans la rue. Évidemment, ce sont des images de propagande diffusées par le régime iranien. On avait envie d'en savoir davantage, donc on commence tout de suite l'émission en partant à Téhéran, sur place, avec Siavosh Ghazi. Siavosh, bonjour, correspondant pour RFI et France 24. Racontez-nous donc, avec visiblement ces centaines et ces centaines de milliers de personnes dans la rue à Téhéran, mais dans tout le pays. Oui, absolument. C'est une foule particulièrement importante qui s'est réunie sur l'avenue de la République, dans le centre de Téhéran. Cette avenue qui longe d'est en ouest la capitale iranienne, qui traverse la capitale. Une foule particulièrement importante. Je tourne la caméra pour que vous voyez vous-même l'importance de cette foule. Voilà, vous voyez donc la foule qui était derrière moi et maintenant devant moi. Donc sur plusieurs dizaines de kilomètres, en procession avec des drapeaux iraniens, avec des drapeaux du Hezbollah libanais en signe de solidarité avec le Hezbollah et le Liban. Une foule qui dénonce donc les frappes israéliennes contre le Liban et le Hezbollah libanais. Alors que le temps se durcit à Téhéran, notamment il y a quelques minutes, le chef de la force des gardiens de la Révolution a affirmé que l'Iran allait intervenir pour punir Israël pour ses frappes contre l'Iran. On entend de plus en plus de responsables iraniens répéter ces menaces. Qui ont commencé hier soir. Donc, on peut s'attendre à accuser donc des frappes contre Israël, donc des frappes de missiles dans les prochaines heures ou dans la nuit qui arrive, mais aussi un durcissement à l'égard donc des négociations avec les Américains, puisque l'ambassadeur d'Iran au Pakistan avait publié un tweet pour affirmer que malgré les violations du cessez-le-feu, notamment à cause des frappes israéliennes au Liban, la délégation iranienne arrivera bien demain donc à Islamabad pour les négociations. Eh bien, il a été obligé de retirer son tweet. Alors, on est dans l'incertitude. On ne sait pas si il y aura bien une délégation iranienne, si les Iraniens vont rencontrer les Américains à Islamabad pour donc parler d'un accord définitif entre
l'Iran et les États-Unis. Merci Siavosh Ghazi, merci beaucoup. Lynn Teheni, qui sont ces gens parce qu'il y a un effet de masse qui est toujours un peu impressionnant quand on regarde comme ça le cadre de la télévision avec ces drapeaux de la République islamique d'Iran. Qui sont ces gens derrière Siavosh Ghazi? Faut pas vraiment être étonné, parce que si nous savons que sur une population de 89 millions d'habitants, il y a 20% de la population qui est pro-régime, vous avez besoin de quelques centaines de milliers que vous pouvez ramener dans les rues et faire paraître les images que vous avez envie de montrer, en fait. Donc, moi, je suis pas étonnée. C'est pas la première fois. C'est arrivé il y a quelques jours. C'est arrivé aussi, vous vous souvenez, il y a quelques jours, lorsqu'ils ont fait cette barrière humaine sur le pont. Aussi, c'était des manifestants pro-régime. Alors, s'il y a à peu près 15 millions de personnes qui sont encore pro-régime, la plupart doivent faire partie des Basiji, donc ou bien des gardiens de la révolution et leurs familles. Donc, moi, je suis pas très étonnée, mais il faut se souvenir aussi que c'est 40 jours après l'assassinat de Khamenei. Donc, symboliquement, pour ces militants pro-régime, c'est important. Il y a des photos absolument. Je vous montre juste une photo qu'on a trouvée il y a quelques instants. Regardez-la bien. Regardez bien, vous allez voir des gens du régime qui sont dans une église à côté de cet homme que vous voyez sur la droite en noir, qui a une croix. C'est un chrétien orthodoxe, j'imagine, à Téhéran. Et donc, on contraint les religieux chrétiens, eh bien, à organiser des cérémonies pour la mort, 40 jours après la mort du guide suprême Ali Khamenei. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on fait ces cérémonies à l'intérieur des églises, certaines de ces cérémonies, parce qu'on est à peu près certain qu'elles ne seront pas bombardées par les Israéliens quand il y a à l'intérieur des hauts responsables du régime. Donc finalement, les catholiques et les chrétiens, partons d'Iran, sont contraints de célébrer la mort d'Ali Khamenei. Mais ça montre aussi cette inquiétude, cette paranoïa du régime qui évidemment craint d'être ciblé à tout moment et donc qui, en effet, oblige les églises à héberger leurs réunions. Ça montre quand même un état d'esprit, une crainte malgré ce cessez-le-feu qui a été décidé par les Américains et les Iraniens et qui reste extrêmement fragile. Puis pour revenir sur les images qu'on voyait tout à l'heure, justement dans cette séquence après ce cessez-le-feu et alors que le régime a besoin de montrer en effet qu'il a gagné, c'est ça qu'il veut faire passer comme message. En effet, ces images-là, elles sont destinées à la propagande iranienne et elles vont permettre au régime de dire, vous voyez bien, malgré cette campagne de bombardement, nous sommes toujours là. Vous remarquerez juste d'un mot, il n'y a pas Mojtaba Khamenei. Il n'y a toujours aucune nouvelle. Il est toujours soigné à Com, dit-on, mais on est certain de rien. Juste une chose, ces images-là, mon général, nous, on a un petit appareil critique qui est disposé autour de cette table, dont vous faites partie, c'est-à-dire qu'on peut les analyser. Mais il y a beaucoup de gens dans le monde qui vont les prendre comme des images de victoire, d'abord, et comme un véritable soutien populaire des Iraniens au régime. Voilà, c'est tout, point barre. Nous, on a notre petit arsenal critique, on ne cesse de le répéter, 80% de l'Iran n'est pas là, ne veut pas être là, est toujours opposé au mollah, mais beaucoup de gens vont prendre ça comme argent comptant. Vous avez raison, c'est pour ça que c'est une manœuvre de communication gigantesque, effectivement, vis-à-vis du monde entier, et vis-à-vis probablement aussi du peuple américain, en disant, voyez, écoutez, vous ne nous avez pas mis à terre, nous continuons. C'est absolument, c'est une manœuvre très réussie de communication. Ça contredit effectivement le discours de Donald Trump qui affirmait que le régime, ça y est, avait changé, qu'il pouvait donc commencer un cessez-le-feu avec l'Iran. Une affirmation qui a été démentie sur notre antenne hier soir, puisque le fils du Shah, Reza Pahlavi, qui aspire à revenir au pouvoir dans son pays, était sur notre antenne pour dire que le régime n'avait absolument pas changé. Écoutez. Pour revenir aux paroles du président américain, il y a eu un changement de régime. Quel changement de régime? Ce sont les mêmes personnes, peut-être affaiblies, mais il y a toujours la même personne qui est à la tête du Parlement, il y a les mêmes personnes qui sont dans le pouvoir judiciaire. C'est maintenant le fils de Khamenei qui le remplace. Pour nous, c'est pas un changement de régime d'abord. Et, deuxièmement, je dirais que pour les Iraniens et les Iraniennes, aucune solution valable ou fiable ou légitime serait le restant de ce régime. Pour nous, il faut qu'il y ait une coupure nette. Alors d'abord, j'ai une petite question, moi. Oui. Pourquoi le fils du Shah d'Iran, qui vit aux États-Unis d'Amérique,
parle si bien français. Alors moi qui suis un amoureux de la francophonie, je sais que les Iraniens dans la langue perse en farsi disent merci par exemple, il y a des mots français. Mais je suis fasciné, il parle très bien français, il fait des interviews en français alors qu'il vit pas du tout en France. Vous savez pourquoi vous Il vit en France maintenant, il est sauf revenu en erreur, mais France. il a Depuis été- le début de la guerre, il est revenu en France, d'accord. Et il a été éduqué en Suisse, en partie. Oui. Ah, il a été Voilà. d'accord. Dans sa jeunesse, il a passé du temps en Suisse, dans des écoles, dans une école privée, et je pense que c'est probablement de là que vient son très bon français. Ouais. Vous savez que promotion 1975 de l'INSEAD, la fameuse école française l'INSEAD. Voilà. Eh bien, le Shah d'Iran, son père, dit écoutez, il y a beaucoup de travail d'ingénierie, de business à déployer dans cet Iran moderne que je veux. J'invite toute la promotion 1975 à venir passer à nos frais l'Iran. Le royaume d'Iran, venir passer 15 jours en Iran. Et tout l'INSEAD de l'époque, en 1975, avait été... voilà. Et certains étaient restés sur place pour trouver des métiers, etc. Il y a quand même une francophilie, je ferme la parenthèse, on va pas passer le réveillon là-dessus, mais c'est intéressant. L'Iran, c'est toujours un pays francophile, et la République islamique d'Iran l'est également, puisque la France a accueilli l'ayatollah Khomeini, etc. Deux petits points, il faut savoir que la famille Pahlavi, comme toute la très grande bourgeoisie du Moyen-Orient, il y a deux destinations pour faire des études. Il y a les États-Unis, Yale, Princeton, Harvard, un peu Oxford, et puis également certaines institutions en Suisse, comme vous l'avez dit, Richard. Et donc, effectivement, il y a une double langue. Juste, le point extrêmement important, hier soir de Reza Pahlavi sur LCI, c'est maintenant que la poussière retombe. Vous savez, on a eu 48 heures de folie. Là, la poussière retombe et on a Reza Pahlavi qui contredit Trump et qui contredit la Maison-Blanche, notamment Trump, en expliquant que le régime est intact. Le régime est intact. Alors, il a été décapité sur les têtes, les 20 ou 25 têtes, mais la strate en dessous, les gardiens de la révolution, qui tiennent désormais le pays de façon militaire plus que théocratique, eh bien parviennent à organiser encore une manifestation. Mais regardez la foule, sur les mêmes images. Quand on regarde, pour être journaliste politique aussi et connaître les manifestations, c'est facile. Vous avez 10 000, 15 000 personnes. Toujours la même avenue, voilà. Ouais, centré. Regardez. Ouais. On aurait pu les montrer. Borcadre, on met bien la foule borcadre. On aurait pu les montrer. On l'élargit pas, bien évidemment. Richard Verlet. Juste pour compléter, le Shah d'Iran lui-même, vous en avez parlé pour sa prestation à l'INSEAD, était francophone. Ouais. Le Shah d'Iran, lui aussi, avait été éduqué en Suisse, donc le père de Reza Pahlavi, donc il y a une grande tradition francophone dans cette famille. Sarah Pahlavi aussi, l'épouse évidemment du Shah d'Iran. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire, après on va dérouler l'actualité, mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce Reza Pahlavi, héritier du trône d'Iran, un peu désabusé de voir que ce Donald Trump que vous évoquiez là, il préfère dire que le régime a changé. Et toi, mon petit Reza, tu vas rester dans ta douce retraite d'héritier du trône. Comme toute la diaspora iranienne qu'on reçoit sur ce plateau, qui croyait dur comme fer, qui avait au fond une volonté de changement de régime de la part de Donald Trump et qui n'a jamais existé. D'ailleurs, c'est ce que vendait le Mossad en disant à Donald Trump le 11 février, en disant vous verrez, il y aura un changement de régime très très facile. Le patron de la CIA avait dit mais non, il y aura aucun changement de régime. C'est grotesque. C'est vraiment grotesque. Donc voilà, on en est là. Et c'est vrai que au fond, toute cette diaspora iranienne qui a cru en Donald Trump et qui était là sur ce plateau, mais rappelez-vous, à chaque fois, ils soutenaient Donald Trump en disant mais on aurait préféré quelqu'un d'autre que Donald Trump, mais c'est peut-être notre seul espoir de voir le régime vaciller. Et bien maintenant, ils sont... Il n'y a jamais cru. Ça me fait penser au général de Gaulle qui reçoit le comte de Paris dans les années 60 et qui fait le comte de Paris se dit je vais peut-être un petit peu être comme Franco qui avait restitué la monarchie, réintégré. Et il était sorti de là, le général de Gaulle, en disant à ses conseillers, c'est un mot qu'on lui prête, le comte de Paris, roi de France, et pourquoi pas reine des Gitans, avait dit, paraît-il, le général de Gaulle, qui s'était moqué de lui. J'ai l'impression que Trump s'est moqué de Reza Pahlavi. Oui, mais Reza Pahlavi, j'ajouterais un élément, quand il voit ces images, et par ailleurs il a évidemment d'autres informations, il a peut-être un peu peur aussi, Reza Pahlavi, parce que qu'on le veuille ou non, ces gens, ils sont sans doute là parce qu'ils sont forcés ou parce qu'ils sont des affidés du régime, c'est évident.
mais ça fait beaucoup de monde quand même. Et donc, lui, retourner en Iran dans ces conditions, il se rend compte sans doute que ça serait très compliqué et que les fractures au sein de la population iranienne seront très, très dures à gérer. Voilà les images donc projetées par le régime aujourd'hui avec cette démonstration de force au 40e jour de l'assassinat du guide suprême Ali Khamenei. Et dans le même temps, on a une question, est-ce que les frappes israéliennes sur le Liban, qui continuent d'ailleurs sur le sud du pays, vont-elles faire échouer le processus qui est actuellement en cours avec un cessez-le-feu qui malgré tout tient bon an mal an et un processus de négociation qui doit commencer entre Américains et Iraniens ce samedi. Regardez, ce sont les images du désastre avec ces pluies de bombes hier sur le Liban, plus de 200 personnes tuées, officiellement, peut-être que le bilan est bien plus important, mais officiellement plus de 200 personnes tuées dans ces bombardements massifs. Les secours d'ailleurs sur ces images, on le voit, continuent de chercher les victimes sous les décombres. On a une équipe sur place, Marion Russell et Camille Souhaut à Beyrouth. Bonjour à toutes les deux. Le Liban, on le disait, hier a été écrasé par les bombes israéliennes. Quel est l'état d'esprit aujourd'hui? Est-ce que c'est un moment de deuil? C'est un moment de deuil national qui a même été décrété, et parce qu'il faut voir les images de ces bombardements. Le lendemain, le jour d'après de ces bombardements que l'on voit ici, un énorme cratère. Ici, on est en plein centre-ville de Beyrouth. C'est à 2 pas d'un carrefour extrêmement, avec beaucoup de passages, notamment de voitures en plein centre-ville. On est aussi dans un quartier sunnite, donc distancié du Hezbollah. Et forcément, ici, tout le monde ne se sentait peut-être pas en sécurité, mais en tout cas, ne pensait pas pouvoir être la cible d'une frappe israélienne d'une telle ampleur. On le voit, on est au milieu des immeubles résidentiels. Très difficile pour l'instant de dresser un bilan sur cette frappe. On parle d'une centaine de morts, voire plus, dans Beyrouth uniquement, mais à l'échelle nationale, pour l'instant, le bilan fait état de 254 morts. On voit ces images qui sont impressionnantes, et les secouristes qui sont encore sur place, alors pour essayer de déblayer, pour essayer aussi éventuellement de trouver des éventuels blessés qui seraient encore sous les décombres, ou alors des corps. C'est en tout cas cette étape qui est en train d'être faite ici à Beyrouth. Mais il y a aussi beaucoup de peur. On a parlé avec des Libanais. Il n'y a pas vraiment l'espoir qu'un cessez-le-feu puisse avoir lieu maintenant, parce qu'après ce qu'ils ont vu hier, eh bien, peu d'espoir subsiste. Ils ont aussi peur que de nouvelles frappes puissent continuer aujourd'hui ou dans les prochains jours. On a entendu le drone israélien, un drone de surveillance au-dessus de nous, et tout le monde est un peu suspendu à ce qui pourrait se passer ces prochaines heures, tout en étant en deuil forcément pour toutes les victimes de ces frappes massives hier sur toute l'entièreté du Liban. Merci Marion Russell. Lynn Teini, je suis très heureux que vous soyez là. Vous êtes journaliste donc franco-libanaise, spécialiste du Moyen-Orient et collaboratrice à ici Beyrouth. On écoute sur toutes les chaînes d'infos, toutes les radios, on lit dans la presse des comptes rendus de ces bombardements terrifiants, terribles. On parle de ces centaines de milliers, plus d'1 million de déplacés libanais. Mais enfin, revenons à l'essence même de ce conflit. Si, dans la minute qui vient, là, maintenant, l'armée libanaise dit aux milices du Hezbollah, rendez vos armes. Et si l'armée libanaise va prendre les armes du Hezbollah, cette guerre s'arrête dans la seconde. Il n'y a plus rien. Israël rentre à la maison, c'est terminé. La société libanaise, les sunnites, les musulmans sunnites disent oui, ils doivent rendre les armes. Les chrétiens disent oui, ils doivent rendre les armes. Certains chiites disent oui, ils doivent rendre les armes. Et pourtant, ils les rendent pas, ça continue de... Pourquoi l'armée libanaise ne fait pas son boulot et ne va pas récupérer les armes de la milice du Hezbollah? Alors l'armée libanaise n'a pas les capacités, tout simplement, parce que le Hezbollah, il ne faut pas l'oublier, c'est l'armée paramilitaire, on va dire, la plus puissante dans le monde. Et malgré les frappes israéliennes l'année dernière qui l'avaient affaibli, eh bien les gardiens de la révolution sont venus, ont repris en charge cette branche militaire du Hezbollah, l'ont façonné à nouveau, et en même temps, il y avait le trafic d'armes continuait à passer les frontières, et donc aujourd'hui, le Hezbollah est encore fort et peut faire du mal à Israël. Mais moi, pour revenir un peu sur ces frappes, alors je rappelle le chiffre 250 morts en plein jour, en plein cœur de Beyrouth, donc c'est énorme. Oui. Ma question, c'est, nous savons que les Israéliens, en fait, ils ont 2 stratégies. On cible les militants du Hezbollah, donc ce sont des frappes précises et ciblées en essayant de faire le moins de dommages collatéraux. 2, on prévient à l'avance lorsqu'on veut faire des frappes de dépôts d'armes, de banques, d'institutions qui appartiennent au Hezbollah. Donc là, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, et c'est ce que les Libanais ne comprennent pas, pourquoi ces frappes massives pour essayer de cibler des personnalités et de faire tellement de dommages, c'est plus que des dommages collatéraux. Parce que le deuxième point est quoi ? On ne sait pas qui ils ont essayé. Ils ont dit qu'on a essayé de... Ils ont tué
Ali Youssef Archi, qui est le secrétaire personnel et cousin du chef du Hezbollah. Pour l'instant, c'est tout ce qu'ils ont revendiqué comme... Il y en a deux ou trois autres aussi. Les noms vont sortir dans les heures qui viennent, mais ce ne sont pas non plus des personnalités très importantes. Et est-ce que cibler 3, 4, 5 personnes vaut ces bombardements? Mais ils ont la technologie, en fait, pour cibler de façon plus précise. Donc, ce qui ne se comprend pas aujourd'hui, et cette question, c'est que... Moi, j'ai rencontré des Libanais récemment qui me disaient dans la rue, qui me disent, mais dites-le, qui me disent que la stratégie cachée des Israéliens, ça pourrait être de conduire les Libanais à rejeter ce voisinage qui ne suscite que de la violence. En gros, pourvu qu'un chiite du Hezbollah ne vienne pas s'installer dans mon immeuble, parce qu'à cause de lui, je risque de mourir. Absolument. Beaucoup de Libanais me disent ça. Et d'une certaine façon, il me précise que ça marche, que ça fonctionne. Car beaucoup de Libanais, aujourd'hui, quelle que soit l'appartenance religieuse, disent, écoutez, j'espère qu'ils viennent pas dans mon quartier, parce que c'est des nids à ennui. Vous êtes d'accord avec cette thèse? Oui, je suis d'accord. Je vois ce qui se passe parce qu'en fait, une grande majorité des Libanais étaient contre cette guerre. En fait, c'était pas leur guerre en fait de réagir en fait à l'assassinat de Khamenei. C'est pas du tout la guerre des Libanais, des Libanais qui aiment leur pays. Donc du coup, là, ils sont en train de subir les conséquences du Hezbollah. Et donc ils accueillent dans leur région des gens, ils ne savent pas, des gens de la communauté chiite. Certains sont complètement innocents, mais d'autres, comment distinguer en fait entre celui qui appartient au Hezbollah et celui qui n'en fait pas partie. Et du coup, ça crée un danger. Et c'est ça ce qu'on est en train de voir. On a vu il y a quelques jours. Attends, pour en revenir à l'essentiel, vous me dites ici, vous qui êtes sans doute la meilleure spécialiste du Moyen-Orient, vous me dites arrêtez de rêver. L'armée libanaise, l'armée de l'État du Liban, l'armée officielle de l'État du Liban n'a pas les moyens de désarmer une milice privée sur le territoire du Liban, qui est la base de tous vos ennuis. C'est impossible. Ils ne peuvent pas aller les voir, bonjour, rendez-nous nos armes. C'est impossible techniquement. Ce n'est pas une milice privée. Le Hezbollah fait partie du tissu social libanais. Il fait partie du tissu social. Ils ont des écoles, des universités, des centres médicaux. Comment éliminer le Hezbollah qui fait partie de ce tissu social? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, malheureusement, l'armée, pendant toutes ces années, elle n'a pas été renforcée. Et la communauté internationale, et là, on doit pointer du doigt la communauté internationale, n'a rien fait pour renforcer cette armée libanaise. La France. Donc, la France un peu. Oui, mais c'est un petit peu. La France un peu, bien sûr. Un petit peu. Un petit peu. Pas assez. Elle n'est pas capable d'armer la pauvre armée française. Donc elle fait déjà. Non, mais elle fait quand même. On ne peut pas dire le contraire. Et notre ministre était encore chez vous il y a 2 jours. Ils ont livré quelques jeeps il y a quelques semaines. Plus que des jeeps, des véhicules blindés. Véhicules blindés. Enfin, nous le faisons, probablement à la hauteur de nos pauvres moyens, mais nous le faisons. Puisqu'on parle de la France, écoutez les mots très forts ce matin du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui pointe du doigt quand même la politique jusqu'au boutiste du gouvernement de Netanyahou. L'Iran doit cesser de terroriser Israël par l'intermédiaire du Hezbollah qui doit être impérativement désarmé, rendre ses armes à l'État libanais. Mais non, le Liban ne doit pas être la victime expiatoire d'un gouvernement contrarié parce qu'un cessez-le-feu a été trouvé entre les États-Unis et l'Iran. Et la destruction du Liban, la destruction de l'État libanais ne détruira pas le Hezbollah, au contraire, elle la renforcerait. Très fort. Des mots très forts. Attention. Le Liban ne doit pas être la victime expiatoire d'un gouvernement contrarié par ce cessez-le-feu. Il attaque directement ce gouvernement Netanyahou. Ça veut dire qu'en gros, la question qu'on doit tous se poser aujourd'hui, c'est est-ce que Netanyahou et Israël sont en train de faire capoter la paix? Est-ce que Netanyahou et Israël sont en train de ruiner les efforts de cessez-le-feu? Voilà, mon général. Et puis Renaud Pilat. Renaud, mon général. 2 choses. Je réponds à votre question, mais d'abord, je voudrais insister sur le fait que ce qu'a commis Israël cette nuit ou ce matin, c'est un crime de guerre. C'est un crime de guerre. Vous regardez les textes des conventions de 49 de Genève et vous regardez les textes de 1998, le traité de Rome qui installe la CPI, ça s'appelle un crime de guerre. Un des principes fondamentaux du droit de la guerre, c'est le principe de proportionnalité. Bien, moi, j'affirme ici que avoir tué un cadre du Hezbollah pour 254 Libanais, ça s'appelle un crime de guerre. Je reconnais que Israël a déjà pratiqué des crimes de guerre à Gaza et qu'on n'est pas extrêmement surpris. Maintenant, je réponds à votre question. On a bien compris que il n'y a pas une guerre qui a été conduite en Iran, il y a 2 guerres. Il y a la guerre d'Israël et la guerre de Trump. Et que Netanyahou, très sûrement, a piégé Trump
le 28 février au matin, en déclenchant cette guerre sur un fait technique. Et que, aujourd'hui, il veut continuer cette guerre et que donc, quelque part, il est en train de pousser Trump à reprendre le combat. Mais deux hypothèses. Vous avez, et c'est ce que disaient hier même des spécialistes israéliens qu'on avait sur le plateau, notamment Raphaël et Jérusalemi, ancien du Mossad. Il y a deux hypothèses. Soit Netanyahou veut faire capoter l'accord. Mais ça, me semble-t-il, c'est une hypothèse la moins probable. Parce que il y a les négociations qui démarrent samedi à Islamabad entre l'Iran et Trump. Israël n'est absolument pas dans ces accords. Rien à voir. Vous l'avez dit, Israël-Liban, c'est une guerre à part. Mais franchement, Netanyahou, qui essaierait de faire capoter l'accord de Trump, franchement, Trump punirait Israël, comme il a puni Israël il y a 18 mois. Au bout de 12 jours, Netanyahou voulait continuer. Trump a dit stop. Donc franchement, si Israël faisait capoter, Israël n'a pas les moyens de faire capoter l'accord. Mais pour Trump, ça serait un affront fini. Ça serait un affront incroyable. C'est une question de politique intérieure qui joue là. Et deuxièmement, c'est pas autre chose. Et deuxième hypothèse, c'est quoi? C'est montrer dès hier matin qu'évidemment le Liban n'est pas dans l'accord de cesser le feu. Et Trump a voulu montrer aux États-Unis et au monde entier qu'on frappe de manière absolue. Jamais depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y a eu ça à Beyrouth. Des quartiers sunnites bombardés, des quartiers même chrétiens bombardés. Donc Netanyahou a dit c'est dans l'accord et donc c'est pas dans l'accord et donc je frappe. Non mais la question qui se joue là, hélas, et c'est détestable, c'est une question de politique intérieure. Il y a les élections à venir. Netanyahou pensait qu'avec cette guerre, il allait se refaire. Il voit qu'il ne se refait pas. Et il a contre lui tout le monde. C'est-à-dire que vous avez vu la prise de position très forte de l'opposant Yair Lapid qui a dit que c'était une catastrophe. Et il n'a fait plaisir ni aux va-t-en-guerre, puisqu'au fond, il voit bien que les buts de guerre que s'était posé Israël ne sont pas parvenus à... Ils n'ont rien réussi. Le Hezbollah est toujours là. Le fils, le Khamenei a été changé par son fils. Enfin, il n'y a aucun des buts de guerre. Les missiles, les lancements de missiles, les lanceurs de missiles en Iran sont toujours là. Donc, ça n'a pas marché. Donc, les va-t-en-guerre d'Israël ne sont pas satisfaits et ceux qui étaient contre cette guerre sont effondrés. Donc, on a vraiment un échec total de la part de Benyamin Netanyahou et c'est pour ça qu'il tape aussi durement et qu'il fait ces crimes de guerre. Et là, la question, vous avez raison, c'est qui siffle la fin de la récré et j'espère de tout cœur que pour le coup, Donald Trump... Qui reste très déterminé, Benyamin Netanyahou. Il y a moins d'une heure, il a fait ce message sur X. Nous continuons à frapper le Hezbollah avec force, précision et détermination. Nous continuerons à frapper le Hezbollah partout où il le faudra. Voilà ce qu'il vient d'écrire et il le répétait hier soir. Écoutez. Nous avons encore des objectifs à atteindre et nous les atteindrons, que ce soit par la voie de la négociation ou en reprenant les combats, car nous sommes prêts à reprendre les combats à tout moment si nécessaire. Le doigt est sur la gâchette. Moi, j'exprime un certain désaccord, Richard Verly, avec ce que disait Isabelle Saporta. Quand vous croisez des Israéliens, à ça des opposants, Netanyahou, il y en a beaucoup, en première intention. J'en ai vu encore une fois. Moi, je parle aux gens dans la rue. Et Paris est un formidable carrefour. Il y a des gens, il y a des Ouzbeks à Paris. Il y a des gens qui viennent de partout. Et j'ai croisé des Israéliens qui regardent LCI et qui me parlent et qui me disent, vous savez, c'est Netanyahou, Trump, mon Dieu, Netanyahou, Trump, oh là là. Et puis vous parlez avec eux. Et au bout d'un moment, le ton change. Et vous dites, écoutez, Netanyahou, vous avez raison, on rêve pas de partir en week-end avec lui. Mais il fait le sale boulot. Heureusement qu'il est là pour le faire. Et vous vous rendez compte que ces gens qui, facialement, vis-à-vis des grands démocrates que nous sommes tous, nous les Français, donneurs de leçons, qui ont compris qu'il fallait adapter le discours, en réalité, ils soutiennent Netanyahou parce qu'il y a la notion géographique. Ils sont qu'à quelques encablures des mortiers du Hezbollah. Ils savent que quand la paix sera revenue, ils se prendront des bombes du Hezbollah. Et quelque part, ils se disent, oui, continuez à faire le travail, parce qu'on a des enfants, on a des cousins, on a des frères, des sœurs dans le nord d'Israël, et on n'a pas envie qu'ils se prennent un pruneau sur la tête. Moi, j'analyse la chose comme ça, en parlant avec ces gens, qui en première intention vous disent, Netanyahou, quelle horreur, et quand ils sont en confiance, au bout de 10 minutes de discussion, vous disent finalement, il fait le boulot, j'ai terminé ma démonstration. À vous, Richard Verly. Alors moi, j'étais en Israël juste avant les frappes, et je pense pas que l'unanimité qui était réelle sur l'Iran
soit la même sur le Hezbollah et sur le Liban. Il y a une unanimité, le mot est peut-être exagéré, un consensus sur la guerre en Iran, ou plus exactement sur la nécessité d'en finir avec ce que les Israéliens appellent la menace existentielle que fait peser l'Iran sur Israël selon eux. Sur le Liban, moi j'ai jamais vu le consensus que vous exprimez, Eric. Jamais. Il y a toujours eu, l'opinion israélienne a été toujours beaucoup plus divisée pour une raison simple. Pas seulement parce qu'elle veut le bien des Libanais, mais parce qu'elle se souvient de l'histoire. Elle se souvient de ce que le Liban, les opérations au Liban ont coûté à Israël. Et au final, pour que le Hezbollah soit toujours en place. Moi, j'apporterai à cette situation un commentaire plus simple. Netanyahou estime que le moment est venu pour lui de détruire le Hezbollah, qu'il n'y aura pas d'autre fenêtre. C'est cette fenêtre-là maintenant. Parce que Trump, et même si Trump lui tape sur les doigts, Trump lui tapera jamais de manière à lui faire vraiment mal. Donc il a Trump à Washington, il a la possibilité d'expliquer que le Liban n'est pas dans l'accord, donc il peut jouer sur une zone grise, et il veut en finir avec le Hezbollah, et pour en finir avec le Hezbollah, il est prêt à tuer énormément de Libanais. Et donc sur ce point-là très précis, pour vous, il n'y a pas de consensus dans la société libanaise, contrairement au nucléaire iranien. Sur le Liban, je ne crois pas. Sur la société israélienne, dans la société israélienne, sur la question du Liban et du Hezbollah. Betsabe Salem nous attend à Tel Aviv. Bonjour, avec Liam Lertner pour les images. On parlait de cette détermination sans faille, visiblement, du Premier ministre israélien. Il reste déterminé, il ira jusqu'au bout, cette fois-ci, pour éliminer le Hezbollah. Oui, je me permets de rebondir sur le débat que vous venez d'avoir en plateau, parce que j'ai plutôt le sentiment, moi d'ici, que le consensus qu'il y avait dans la population israélienne vis-à-vis de l'Iran, c'est à peu près le même qu'on retrouve vis-à-vis du Hezbollah. Et j'aurais dû d'ailleurs dire régime iranien, puisque quand vous dites, et vous avez tout à fait raison, que les Israéliens ne veulent absolument pas aussi bien handicaper, affaiblir le gouvernement libanais, ou même faire du mal aux Libanais, c'était absolument le même scénario avec l'Iran, puisqu'on rappelle que les Israéliens voulaient soutenir les Iraniens, et que cette guerre était contre le régime iranien, et qu'on retrouve finalement cette même complexité. D'ailleurs, il y a des débats en ce moment de savoir est-ce qu'il faut frapper dur le Hezbollah en frappant même des infrastructures au Liban. Et là, les gens s'insurgent en disant il ne faut surtout pas affaiblir le gouvernement libanais. Ce qu'essaye de faire l'armée aujourd'hui, c'est en tout cas une des lignes de lecture possible. Après, on peut toujours dire qu'il y a des motivations politiques. C'est d'affaiblir au maximum le Hezbollah pour que ensuite, dans le cadre d'un accord, les conditions soient plus des conditions qui permettront à Israël de vivre en sécurité, notamment au nord d'Israël. À l'heure actuelle, si un accord est signé, c'est ce que considèrent ici les experts, Israël va se retrouver comme fin 2024 avec un gouvernement libanais qui n'est pas assez fort pour faire désarmer le Hezbollah, une finule qui a aussi des limites qui lui ont imposées, je vous laisserai en faire la liste, et que finalement le Hezbollah va s'en sortir à nouveau, va même pouvoir se renforcer, c'est ce qu'il a fait ces derniers mois. Donc là, la stratégie, c'est de, donner un coup dur au Hezbollah et d'ensuite de négocier. D'ailleurs, vous le savez très bien, toutes les guerres se finissent avec des accords, mais un accord avec lequel les Israéliens pourront vivre. Et je peux vous dire qu'effectivement, les Israéliens répètent à longueur de journée, on ne peut pas vivre avec cette menace à quelques kilomètres de chez nous. Vous savez, les habitants du Nord, ils entendaient parfois les machineries du Hezbollah, les entendaient creuser des tunnels à quelques dizaines de mètres des kibboutz, des villages. Et ils savent très bien que eux et leurs enfants ne veulent pas vivre comme ça. Et il y a cette empathie dans tout Israël de savoir que le Hezbollah aux portes d'Israël, ça ne permettrait pas au pays de vivre en sécurité. Betsabe, vous êtes correspondante sur place. J'imagine que vous connaissez par exemple des Israéliens qui sont plutôt des électeurs de gauche. Est-ce qu'il y a une espèce de schizophrénie, c'est-à-dire j'aime pas trop Netanyahou, c'est pas tellement ma tasse de thé, mais je dois reconnaître qu'il fait le boulot sur la question du Hezbollah. Est-ce que ces petites phrases, vous, journalistes, vous les entendez prononcer dans la société israélienne d'aujourd'hui ?
Je pense que quand les gens débattent ou quand ils s'expriment sur des idées, ils font vraiment une différenciation entre leur amour, leur haine de Netanyahou en termes politiques, sur sa politique. Et dès que c'est vrai qu'on parle de stratégie de guerre et des objectifs, effectivement, ce n'est plus la même chose. Maintenant, vous savez, le chef de l'opposition l'a dit lui-même hier, la stratégie de Netanyahou dans cette guerre, il l'a critiqué énormément. Alors, on peut toujours critiquer. Je pense que le cœur du problème, c'est que les anti-Netanyahou et la gauche en général va de toute façon accuser Netanyahou de quoi qu'il fasse le faire pour des raisons politiques. Et ils ont peut-être raison. Je suis pas là pour donner mon avis. Et je pense qu'on peut aussi rappeler aux auditeurs que dans quelques mois, il y a des élections, que pour Netanyahou, c'est très important. Et d'ailleurs, on peut même rappeler que régulièrement, Netanyahou a provoqué, entre guillemets, des guerres juste avant les élections pour se donner cette espèce de charisme. Disons que ça l'a toujours aidé sur le plan politique. Et maintenant, encore une fois, c'est vrai que, les Israéliens, et même les Israéliens de gauche, et même les Israéliens très de gauche et très anti-Netanyahou sont en général non seulement pour la guerre en Iran, mais encore une fois pour tenter d'affaiblir au maximum le Hezbollah. Les réfractaires, en fait, ce sont ceux qui vous diront de toute façon, on a essayé, on n'est pas arrivé à désarmer le Hezbollah, on n'est pas arrivé à l'affaiblir, mais ce n'est pas un discours contre la stratégie de Netanyahou. Merci beaucoup, Betsabé Salem. C'est intéressant ce qu'elle dit. C'est très intéressant. Moi, je vous le dis, les amis, vous, depuis Paris, à des milliers de kilomètres d'Israël, vous émettez des opinions qui sont passionnantes. Que vous soyez de gauche ou de droite en Israël, n'oubliez jamais que là, à quelques centaines de mètres de la maison, ou qu'à quelques kilomètres, quand la paix sera revenue, quand le cessez-le-feu sera effectif, il y aura quand même des bombes qui viendront et qui pourront toucher votre réalité familiale. Et juste ce petit truc que vous avez dans un coin de l'esprit, juste ce petit détail que vous avez dans le coin de l'esprit, est de nature à modifier le regard que vous portez sur cette guerre. Avoir peur de recevoir demain une bombe fait de vous un électeur. L'opposition est vent debout quand même. L'opposition est vent debout. Yair Lapid a dit que c'était une catastrophe. On sait bien que Benyamin Netanyahou est sous le coup de procès qui pourrait arriver en salle. Mais c'est autre chose. Ah non, c'est pas autre chose. C'est autre chose. Quand il quitte le pouvoir, il a tous les procès qui lui tombent dessus. Non, pardon, mais on peut pas faire comme ça. Vous croyez qu'un Israélien a envie que la guerre s'arrête parce qu'il y a un procès contre Netanyahou? Les Israéliens, ils ne veulent plus du Hezbollah. Il n'y a pas un Israélien qui veut du Hezbollah. Les sondages de Benyamin Netanyahou sont mauvais. Il sait ce qu'il risque si cette guerre s'arrête. Il sait que les élections seront mauvaises. Et moi, je veux bien qu'on fasse comme si ça n'existait pas, mais ça existe. Oui. Comment? Alors, on peut pas savoir. Mais ce qu'a fait Benyamin Netanyahou hier au Liban, ça n'a pas dû arranger les affaires de Donald Trump. Est-ce qu'effectivement Benyamin Netanyahou met en péril ce cessez-le-feu? Et du coup, c'est notre question, est-ce que Donald Trump a été piégé par Israël? En tous les cas, Trump a voulu négocier ce cessez-le-feu sans en rendre compte aussi à Benyamin Netanyahou. C'est ce que raconte notamment la presse américaine, c'est qu'en fait, il a été mis devant le fait accompli, Netanyahou. Et il était très mécontent de ce cessez-le-feu, de ces négociations auxquelles il n'a à aucun moment été associé. Et finalement, Donald Trump, la veille d'annoncer ce cessez-le-feu, prend son téléphone et dit à Netanyahou, c'est comme ça et c'est pas autrement. Un quart d'heure avant. Un quart d'heure avant. Et or, il est certain que pour Netanyahou, le job n'est pas terminé. Et finalement, ces semaines de guerre démontrent aux yeux des Israéliens la puissance de l'Iran, la puissance du Hezbollah et l'obligation justement d'aller jusqu'au bout dans ce combat. Donc aujourd'hui, en effet, finalement, Netanyahou a été piégé par Trump et aujourd'hui, il essaye de retourner finalement la vapeur pour essayer d'imposer aussi son agenda à lui. Mon général, on avance parce qu'il y a une autre information qu'on va déployer dans cette tranche d'information avec vous, Magali Lunel. C'est que dans le cadre de ce cessez-le-feu qui intervient en Iran, l'armée américaine, nous l'avons appris, c'était clair, restera déployée jusqu'à l'arrivée d'un réel accord. C'est-à-dire que non seulement les 50 000 militaires qui étaient déjà sur place, plus ceux qui sont arrivés, 10 000, plus ceux qui vont arriver, les fameux de la 142e de l'Arkansas, qui sont des milliers également, tout ça est en train de converger, et les soldats américains, leur nombre continue à augmenter sur le théâtre des opérations, malgré le cessez-le-feu. Regardez ce qu'a dit juste Donald Trump, parce que c'est lui-même qui le dit, le président américain, tous les navires, avions et personnel militaire resteront en place dans et autour de l'Iran jusqu'à ce que le réel accord, dit-il,
conclu soit pleinement respecté? Eh bien, personne n'aurait fait autrement, évidemment. D'abord, la guerre, elle peut recommencer demain matin, donc il n'est pas temps de replier les Gaules. Et au contraire, comme on est toujours dans un bras de fer, il n'est pas anormal non plus que les troupes qui étaient prévues arrivent. Le ministre des Armées, ce matin, ou le ministre des Affaires étrangères, je ne sais pas, a bien rappelé que pour la France, il était hors de question de retirer notre porte-avions et nos moyens. On est dans une période de statu quo, il faut surtout pas se désarmer en termes de pouvoir dans les pourparlers, et d'autre part, nous-mêmes par exemple, nous devons bien en permanence continuer à être capables de respecter nos engagements et de respecter nos accords de défense. Donc tout ça me semble parfaitement normal. Et je rappelle, et là ça n'est pas le cas, mais d'habitude les négociations continuent, la guerre continue pendant les négociations. Et je dirais qu'il est presque exceptionnel que là on est bien l'un puis l'autre. Eline Tehini ou Richard Verly, je vais vous demander de prendre votre boule de prédiction là. Est-ce que cette guerre va reprendre dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent? J'ai peine à imaginer que entre ces deux plateformes de cessez-le-feu, les 10 points des Iraniens et les 15 points des Américains, on trouve un quelconque accord. Les Iraniens disent vous touchez pas au nucléaire, bon, bah déjà, vous touchez pas. Bon, bref, donc tout ce que demandent les Iraniens est inacceptable pour les Américains et vice-versa. Cette guerre va reprendre, Eline, c'est évident. C'est sûr que la trêve, entre guillemets, est très fragile, mais il ne faut pas oublier ce que Donald Trump a en tête. Qui il a en tête? C'est son électorat américain. Donc lui, après ses déclarations, le prix du baril a baissé, il calcule en fait pour les midterms. Donc lui, il garde ça en tête et c'est ça qu'on doit essayer de comprendre en fait. Donc lui, il va tout faire pour que cette guerre ne reprenne pas. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, sachant que peut-être que voilà, il sera un peu plus clair sur le Liban et Israël, parce qu'il doit quelque part vendre le Liban, enfin la case Liban à son allié Netanyahou, parce qu'il doit l'aider. Il sait qu'il a avancé sur ces négociations tout seul, en fait. Il n'est pas revenu vers lui juste quelques minutes avant de les avoir signées. Il sait que Netanyahou, son grand allié, a fait face à de très nombreuses critiques. Donc lui, je ne sais pas quelle va être la méthode. Tout dépend aussi du volet iranien, parce qu'on voit que les Iraniens ont placé la barre très haut. Alors, est-ce qu'ils vont faire des négociations pour sacrifier le Hezbollah? J'ai de gros doutes, parce qu'il ne faut pas oublier que le Hezbollah, c'est le chouchou, en fait, de l'Iran. C'est son proxy préféré. Il y a des gardiens de la révolution qui dirigent sa branche militaire. Donc je ne sais pas comment Trump va pouvoir s'en sortir, mais c'est sûr que la situation est très fragile et volatile. Vous disiez la plus grosse armée privée. J'ai appris quelque chose de la plus grosse armée paramilitaire dans le monde, le Hezbollah, et la mieux équipée. Sortez votre petite boule de Madame Irma, s'il vous plaît. Monsieur Irma, Monsieur Richard, est-ce que cette guerre va reprendre dans les 15 jours, dans les 3 semaines, dans le mois qui vient? Dans les 15 jours, moi je ne le pense pas. Je m'avance, mais je ne le pense pas, parce que Donald Trump a un intérêt objectif à calmer le jeu pour les raisons qui ont été évoquées, notamment les raisons économiques, qui sont quand même très importantes, mais aussi parce que quelles sont ses autres possibilités? Là, pour l'instant, trêve, ça lui permet de faire l'inventaire, y compris des obus, des munitions, de ce qu'il a besoin, etc. Sinon, l'alternative serait quoi? L'alternative serait de reprendre les bombardements, serait donc de les amplifier, puisque c'est ce qu'il avait promis, et ça le mènerait où? Donc moi je crois qu'il a intérêt en plus à plein d'égards, parce que notamment vis-à-vis des Européens, s'il réussit une négociation, ça mettra les Européens dans une position très compliquée, paradoxalement. Parce que il aura été celui qui a mené la guerre, il aura été celui qui a désarmé le régime iranien, et nous, les Européens, aurons été ceux qui ont refusé de l'assister. Et donc, ça lui ouvrira la possibilité d'un nouveau levier sur l'Europe. Donc, et sur la Chine également, ça lui donnera un levier. Donc, je crois qu'il aura beaucoup plus de leviers s'il mène une opération diplomatique pendant les 2 semaines à venir, que s'il reprenait les frappes, parce que là, eh bien, le mécontentement, la colère mondiale contre lui ne ferait qu'amplifier. Alors, Marianne Kotonov est avec nous. Vous êtes là, Marianne Kotonov? Elle est avec nous, Marianne Kotonov. Je crois que oui, elle est à Doha. C'est intéressant parce que hier, à la même heure, on était en mode cessez-le-feu. On va voir Marianne Kotonov et ça tirait dans tous les sens. Les Iraniens continuaient à tirer sur Bahreïn alors qu'on était en mode cessez-le-feu. Les Iraniens tiraient sur les Émirats Arabes Unis. Une usine de dessalement même, vraiment crime de guerre là, avait même été touchée. Marianne, est-ce que selon les informations dont vous disposez, est-ce que dans les monarchies du Golfe, est-ce que aujourd'hui, là, à 12h42, heure française, est-ce que c'est plus calme? Est-ce que ce cessez-le-feu est désormais respecté selon vos infos?
Oui, alors beaucoup mieux. Ça, il faut dire que depuis hier midi à peu près, il n'y a pas eu de frappe sur tous les pays du Golfe. Donc ici, globalement, on peut dire que la trêve est respectée. Après, tout se concentre un peu sur le détroit d'Ormuz. C'est là où les pays du Golfe maintenant portent leur regard, parce que vous savez que justement, tôt ce matin, le détroit a été de nouveau fermé par les Iraniens suite en représailles en fait au bombardement sur le Liban. Et puis quelques heures après, on a appris qu'en fait, oui, on pouvait passer, mais avec des routes alternatives, c'est-à-dire beaucoup plus proches des côtes iraniennes, sans doute pour que les Iraniens puissent avoir plus de contrôle. Il y a aussi une grosse interrogation sur le péage. Est-ce qu'il va y avoir un péage? On a parlé de 2 millions de dollars par bateau. Après, on a dit $1 payé en crypto-monnaie par baril. Enfin, tout ça inquiète beaucoup les pays du Golfe. Mais au niveau de la trêve, au niveau des bombardements, ici, c'est vrai que depuis 24 heures maintenant, c'est l'accalmie. Merci beaucoup, Marianne, avec Marine Truchot pour les images. Renaud, oui. Oui, pour rebondir, la situation des pays du Golfe est extrêmement fragile, notamment sur le plan économique. Et il me semble que toute la séquence qu'on vit, c'est pas une séquence politique, c'est une séquence économique. Toutes les décisions qui sont prises sont des décisions à objectif économique pour chacun des pays. Et sur la question, est-ce que Trump veut en finir? Oui. Et la phrase clé, me semble-t-il, il y a 3 jours, il a dit, vous savez, moi j'aimerais continuer et prendre le pétrole iranien pour me faire de l'argent. Mais malheureusement, mes Américains veulent pas. Ils veulent le retour des soldats à la maison. Ils veulent les boys à la maison. Moi, j'aimerais continuer, mais et ils pensent quoi? Ils pensent à ces élections du mois de novembre. Donc, il me semble qu'on est en train de passer du conflit Iran-États-Unis où les États-Unis ont fait leur maximum militairement. Il y a un consensus militaire, 13 000 cibles. Qu'est-ce que vous voulez détruire de plus? Ils ont fait le maximum. Donc, le plan militaire est atteint. Ouais. Maintenant, on arrive à un plan plus politique. Et en gros, me semble-t-il, c'est en gros, vous trouvez un accord dans les 15 jours, nous après on arrête, et débrouillez-vous, ça redevient une guerre régionale. On passe du stade mondialisé à une guerre régionale. Il a même dit, Donald Trump, il faut que les soldats américains se reposent pour pouvoir repartir vers de nouvelles conquêtes. Cuba. Alors j'ai adoré, au sens, je suis un peu ironique là, il parlait un peu comme Attila ou que sais-je, pour lui, c'est un empereur romain. Pour lui, il faut que la troupe se repose pour repartir vers de nouvelles conquêtes. Magnifique. On est 5 semaines, on est dans les logiques impérialistes de l'Antiquité ou du Moyen-Âge. Il faut que les soldats américains se reposent pour partir vers de nouvelles conquêtes. Donald Trump. Je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit. On oublie aussi le délai en fait de la déclaration de guerre devant le Congrès. Donc il a 2 délais. Il a les midterms, mais il a aussi ce délai où il va devoir devant le Congrès si jamais la guerre. Si la guerre dépassait 60 jours. 60 jours, c'est ça. Il fallait qu'il demande à l'autorisation au Congrès de prolonger cette guerre. Voilà. Il l'avait en tête, effectivement. Donc il y a peut-être ça aussi. Nous sommes rejoints par le général Philippe Sidos. Merci, mon général, d'être avec nous. Ancien chef du bureau de liaison de la FINUL, Force intérimaire des Nations Unies au Liban. Donc vous êtes au cœur de l'actualité, finalement. Et ancien de l'état-major opérationnel de l'OTAN, en charge des opérations en Afghanistan. Dans quelques instants, on va se régaler avec l'opération de culpabilisation de Donald Trump vers les autres membres de l'OTAN, sur laquelle j'ai une position beaucoup plus discernée que le reste du plateau. D'ailleurs, on en débattra dans un instant, parce que je trouve que Trump a quelques arguments à faire valoir. Je ne dis pas qu'il a raison, mais quand il dit « l'OTAN nous a abandonnés », on ouvrira le débat dans une poignée de minutes, mesdames, messieurs. C'est juste une façon de faire un teasing, voyez-vous. On parlait de cessez-le-feu extrêmement fragile, avec la démonstration de force aujourd'hui de l'Iran au 40e jour de guerre, et donc 40e jour de l'assassinat du guide suprême Ali Khamenei. Cessez-le-feu extrêmement fragile parce qu'Israël n'abandonne pas son combat contre le Hezbollah, et extrêmement fragile aussi parce que les troupes américaines restent en état d'alerte, et il y a cette mainmise de l'Iran sur le détroit d'Ormuz qui n'existait pas avant la guerre. Est-ce que vous pensez, on va détailler Ormuz, mais est-ce que vous pensez que ce cessez-le-feu peut tenir? Vaste programme. Faut se mouiller. En tout cas, ce qu'ont fait les Israéliens en bombardant Beyrouth,
C'était pour pétarder, c'est le cas de le dire, pétarder le cessez-le-feu. C'est très clair pour moi. Par contre, le côté optimiste, c'est de se dire que les Pakistanais se sont complètement engagés, pour l'instant en tout cas appréciés par Trump. Donc il y a quand même un engagement lourd du Pakistan pour cette affaire-là. On a entendu parler de la Chine également. Donc eux, ils ont vraiment intérêt à le faire. Les Iraniens, je pense, ont besoin de calmer le jeu, ont besoin de se reposer, de reprendre eux aussi des forces et que les bombardements s'arrêtent. Donc déjà, c'est pas mal pour eux. Trump, oui, lui aussi, il a envie que ça se fasse. Il a envie de débloquer le détroit d'Ormuz et puis là, les Iraniens sont en train de le bloquer de plus en plus. Et puis de concrétiser le blocage, techniquement. C'est pas mal, hein. Si on leur laisse le temps, ils vont le bloquer encore plus. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même des éléments, des pièces qui se mettent en place avec des influences qui font qu'il y a quand même besoin, au moins, d'aller à Islamabad et d'engager des négociations. Alors, j'ai entendu dire que, Gilles Evans n'irait peut-être pas, c'est dommage. C'est dommage. A priori, il irait. A priori, il irait. Alors ça, c'est une bonne chose. Heureusement, oui. Parce que la version précédente, c'était Gilles Evans. Non, il vient plus. Et ce serait que les deux négociateurs qui se retrouveraient face au président du Parlement iranien. Les pieds nickelés. Et la première réaction que j'ai eue, je me suis dit, il est président du Parlement, il va se retrouver avec deux émissaires qui n'ont pas de fonction officielle. Et ça, c'est vexant. Ça, c'est classique. Il faut être de niveau hiérarchique, gouvernemental, égal. Ça, c'est très important. Donc, si on n'envoie pas de Gilles Evans, on vexe les Iraniens. Ça commence mal. Parce que là, on va rentrer dans un jeu de Ford, etc. Et pour l'instant, il est quand même évident que les Iraniens tiennent le détroit d'Ormuz. On peut dire ce qu'on veut, ils le tiennent. Contrairement à ce que disait J.D. Vance hier. On va l'écouter. Ouais, il peut le dire, mais bon. Écoutez le vice-président américain dans ce détroit d'Ormuz qu'il assure être totalement libre à la circulation aujourd'hui. Eh bien, nous avons déjà constaté une augmentation du trafic aujourd'hui. Avec un peu de chance, nous verrons une hausse du trafic demain. Nous pensons voir des signes que le détroit d'Ormuz commence à rouvrir. Vous avez probablement vu que les prix du pétrole ont baissé. Donc je pense que les marchés constatent la même chose. Mais le président a été très clair. L'accord, c'est un cessez-le-feu. Une négociation, c'est ce que nous offrons et c'est ce qu'ils offrent en retour. C'est la réouverture du détroit. Si nous ne voyons pas cela se produire, le président ne respectera pas nos engagements si les Iraniens ne respectent pas les leurs. Général Sidos, il est mytho, là, J.D. Vance? Non, il pose son objectif. Non, il n'est pas mytho. Il pose son objectif. Et d'autant plus que je pense que tout le monde a eu connaissance de cet article du New York Times sur l'entretien du 11 février, qui pose... Alors, il n'était pas présent. J.D. Vance, il était en Azerbaïdjan. Rappelez aux téléspectateurs cet entretien du 11 février. On a quelque chose qui est assez extraordinaire, c'est qu'on a la description dans le détail du processus de décision. C'est-à-dire comment on arrive à prendre une décision qui a surpris quand même beaucoup de gens et qui ressemble historiquement, la décision de faire la guerre. La décision de faire la guerre et qui ressemble. Vous savez, quand on s'engage dans un théâtre d'opération, on va dans un piège ou on va pas dans un piège, et qui ressemble par certains côtés à la décision de Brejnev de rentrer en Afghanistan en 79. C'est pareil, ça a été pris. C'était très bien étudié. J'ai fait une thèse là-dessus. Et on a toutes les minutes du Politburo là-dessus. On a tout le détail. Et surtout, les Soviétiques se sont inquiétés. Comment on a fait pour aller dans le mur? Donc on le sait. Et là, on a les détails dans l'article. Comment ils ont fait pour aller dans le mur? Donc voilà. Donc on a Netanyahou qui vient à Washington avec quelqu'un du Mossad. Qui est dans la Situation Room. Qui est dans une salle, la fameuse, comme les chambres sourdes, le truc ultra secret. C'est une première, je crois. Qu'on voit dans les séries télévisées, quoi. Le truc, Mytho, par exemple. Là, exactement, on est dans le Mytho, dans le roman. Et donc, il a en face de lui Trump, le patron de la CIA, le chef d'état-major des armées, Marco Rubio. Enfin voilà, il y a quand même du beau monde, sauf J.D. Vance. Ok. Et là, on a un exposé du Mossad et de Netanyahou pour dire, il suffit de casser les têtes, tout va tomber, ils vont se soulever, et on a gagné en 15 jours. C'est un peu ça. Ça, c'est la réunion du 11 février. Ça, c'est le 11 février. À Washington. À Washington. Et c'est l'argumentaire des Israéliens. Et on a le retour verbal du chef d'état-major et du patron de la CIA qui emploie un vocabulaire cru. Et Duncan est très bien d'ailleurs, de mémoire. Il a dit, attention, les Israéliens préparent mal leur affaire.
Là, c'est technique. C'est Moi, j'aime technique. bien, c'est technique. Ils manqueront de munitions, ça marchera pas, ils manqueront de munitions, nous manquerons de munitions, Voilà. ils manqueront de munitions, Voilà. ils n'arriveront pas à décapiter. Et John Radcliffe, qui est le directeur de la CIA, dit c'est farcesque, c'est comme d'habitude, le Mossad nous en fume, Voilà. en disant qu'ils ont toutes les informations qu'ils n'ont pas, ça ne fonctionnera pas. Et donc les deux qui savent disent ouf, surtout pas. Surtout Ouais. pas. Donc là, on est le 11 février. Voilà. Les Américains écoutent les arguments de chacun, y compris des Israéliens. Et qu'est-ce qui fait basculer donc C'est Trump. C'est Trump. C'est Trump. Trump C'est dit. la passion personnelle. Ouais. C'est l'enthousiasme. Il se fait convaincre pour telle ou telle raison. Comme Brejnev se fait convaincre à la passion. Ouais. Il le dit après d'ailleurs. Hein. Bon, ok. On va pas reparler de 79, mais ça ressemble exactement à ça. Et C'est très intéressant. Hein. Passionnant. Brejnev, 79, les Soviétiques en Afghanistan et Trump, 2026, les Américains en Iran. Vous qui avez travaillé sur c'est très intéressant le parallèle que vous faites. Ces deux chefs d'État qui se font en quelque sorte un peu enfumés et chopés à la passion, chopés à l'enthousiasme sur un projet guerrier. Et à chaque fois, ils ont un avis technique qui leur dit il ne faut pas y aller. On peut pas y aller. Et Duncan parle d'Ormuz aussi. C'est l'un des premiers à dire il y a Ormuz, attention, alors que les autres disent non, ça passe crème. Bah, ça passe pas crème. Hein. Fascinant. Fascinant. Et alors, Voilà, le Mossad, sa spécialité, c'est l'élimination. On élimine. On n'est pas d'accord avec moi, j'élimine. Mais après, il y a quoi ? Quel est l'effet à obtenir ? T'élimines quelqu'un, bravo, mais tu fais quoi de l'élimination ? Donc en fait, ils sont dans cette logique, eux, entre guillemets, stratégique ou opérationnelle. Bon, au moins les Américains, la CIA, ils ont un peu l'habitude des renversements de régime. Bon, ils l'ont réussi il y a pas longtemps. Ils savent, ok, on remplace quelqu'un, on met quelqu'un à la place, on a préparé le terrain. Donc c'est toute une philosophie qui s'oppose, ce qui explique très bien que le patron de la CIA dit ce truc-là, ça marchera pas. Bon, et que le chef d'état-major des armées dit bon, leur façon de raisonner au niveau opérationnel n'est pas bonne. Ils ne prévoient pas tout. Les Américains, ils ont quand même des états-majors absolument fabuleux. Ils prévoient tout. Alors après, voilà. Donc Trump dit je prends le risque. Et ça, c'était apparu dans le Wall Street Journal très rapidement. Je prends le risque. Je le fais quand même contre l'avis de mon état-major, de mes militaires. J'y vais quand même le 11 février, dit-il, dans cette guerre. Et à un moment, c'était de la traduction. C'était le terme de miser apparaît. C'est un coup de poker en fait. Ouais, On est dans le poker. Alors que le mot qu'il a employé face à Trump, c'est it's bullshit. Oui. C'est bullshit le plan de Netanyahou, le plan israélien. Ça c'est les militaires américains disent à Trump, c'est du bullshit. C'est du bullshit. Et dernière chose, il faut vraiment lire. Alors c'est 12 pages de cet article, mais qui est phénoménal et qui montre les dissensions, et on en a parlé hier, les dissensions et les divisions au sein de l'administration Trump. On parle toujours des fissures éventuelles du régime iranien, mais je peux vous dire que maintenant qu'il y a un travail d'investigation exceptionnel, comme toujours des journalistes américains, eh bien on se retrouve avec les dissensions et le camp J.D. Vance et le camp militaire face à Trump. Et J.D. Vance l'a dit samedi, face à un influenceur qui a des millions d'abonnés, MAGA, samedi, J.D. Vance dit il fallait pas faire cette guerre. Mais moi je suis toujours pas convaincu que cette guerre n'atteindra pas ses objectifs. On verra. Le régime était ébranlé. Peut-être que dans un mois, peut-être que dans 3 mois, face à ce régime déstructuré qui commence à se tirer dans les pattes, on voit très bien qu'il y a des dissensions très fortes en ce moment. Peut-être que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, la rue va reprendre le dessus. Peut-être qu'il y aura des défections parmi les militaires, c'est un scénario possible. Et peut-être qu'à force d'avoir été ébranlé avec une telle dureté pendant 5 à 6 semaines, peut-être que le régime tombera. Et à ce moment-là, nous dirons finalement cette guerre a eu quelque utilité. Mais c'était pas le plan initial. C'est possible. Il y a quand même un effet. On défend les médias, on défend les journalistes et c'est normal vu la qualité du travail du New York Times. Mais vous trouvez pas surprenant qu'il y ait maintenant un grand article dans le New York Times qui, comme par hasard, exonère les Américains alors que cette guerre est dans une impasse, comme par hasard. L'article exonère complètement le commandement américain et fait porter la responsabilité sur les Israéliens. Par ailleurs, et pardonnez-moi parce que vous avez fait une thèse, mais je rappelle quand même qu'en 79, il y avait un gouvernement communiste en Afghanistan qui appelait à l'aide. S'il y avait eu en Iran, un gouvernement pro-américain, ça aurait quand même pas mal changé les choses. Donc quand Brejnev intervient, il vient au secours d'un régime qui est déjà implanté et qui contrôle une partie du pays. Je ne pense pas qu'on puisse faire l'analogie. Non, l'analogie ne peut jamais être faite. Comparaison n'est pas raison. C'est quelques éléments dans la prise de décision. Prise de décision politique d'un politique qui va à l'encontre de ces techniciens qui peuvent être du CIA, KGB,
ou ministère de la Défense, etc. Mais effectivement, qui a fuité en détail? En détail, il y a tout. On a la scène, on a le détail des conversations, à croire que ça a été enregistré. Ouais. C'est sidérant. C'est presque l'armée américaine qui dit on a fait notre boulot, on a simplement été empêché par un président romanesque qui s'est pris pour un justicier et qui a pris une décision qui ne relève pas du rationnel, c'est ce que disent les militaires, et par un État qui a certes Israël, qui a certainement un savoir-faire dans l'élimination, mais qui nous a poussé à la roue. Il ne vous a pas échappé non plus qu'il y a quelques jours, le chef d'état-major de l'armée de terre américaine a été limogé et qu'il avait toutes les informations. Voilà. Ce débat, franchement, je trouve que ces minutes que nous passons ensemble, là, parce que beaucoup de gens n'ont pas lu cet article et qui revient sur le 11 février. Regardez en bas, le jour où Trump s'est décidé. Je trouve que cet échange-là est très riche pour ceux qui suivent de près cette guerre. Il est même passionnant. Et la source, certains pointent Rubio. C'est-à-dire, certains disent que c'est... Rubio est dans la réunion. C'est Marco Rubio qui a balancé. Une des sources. Juste pour rebondir par rapport au timing, un mois plus tôt, donc le 3 janvier, c'était le coup d'État au Venezuela. Donc aussi, il était encore dans cet enthousiasme. Il faut comprendre que le coup de poker de Trump, en fait, c'est le bris. Et voilà, c'est sur cette corde qu'a joué effectivement Benjamin Netanyahu. Ça révèle aussi quelque chose de l'administration Trump. C'est-à-dire que tous ceux qui sont autour de Donald Trump disent, il y en a beaucoup qui lui disent à ce moment-là, non mais vous savez, je ne suis pas d'accord, mais je vous suivrai. Bien sûr. Il s'écrase, vous avez raison Magali. Mais c'est drôle parce que moi j'ai été en contact pendant toute cette période avec des électeurs de Donald Trump que j'avais croisés dans mes reportages aux États-Unis et qui me pointaient dans les messages, je pourrais vous les montrer, mais le lobby israélien qui était en train d'essayer de faire pression sur Donald Trump pour aller faire cette guerre, et il me disait mais non, il n'acceptera pas, il sait ce qu'il fait. Et c'est vrai qu'après ils ont été complètement pris de court. Sur cet article, moi je trouve très intéressant le rôle de J.D. Vance, donc il ne fait pas partie de la réunion dont on parle, parce qu'en effet, il est en déplacement à l'étranger, mais qui est fou furieux, en fait, en rentrant, de la décision qui a été prise. Mais en fait, on sent que ça y est, la décision lui a échappé, c'est trop. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la réunion qui précède finalement le début des frappes, il apporte son soutien in fine à la décision de Donald Trump en disant si vous prenez cette décision, mais alors à ce moment-là, il faut y aller vraiment et mais il est obligé. On est avec Randy Yallo, je voudrais l'accueillir, président des Républicains Overseas et avocat franco-américain. Merci d'être avec nous, Randy. On est en train Français, qui ont tendance à être assez critiques avec le président Donald Trump que vous supportez. Donc ça me semble intéressant de vous avoir. Et là, comment les choses se sont déroulées le 11 février, le jour où l'on a pris la décision aux États-Unis de rentrer dans la guerre, avec Américains qui déconseillent à Donald Trump d'aller dans cette guerre, qui se gratte la tête, et avec un Donald Trump certainement grisé par son succès à Caracas au Venezuela, qui va y aller un peu comme ça à la passion, mais contre ces militaires. C'est intéressant. Quelle est la lecture que vous avez, vous, de tout ça? Parce que, bien évidemment, c'est à mettre en parallèle avec les buts de guerre qui ne sont pas véritablement atteints par aujourd'hui l'armée américaine et par Donald Trump. Le conseil de ces militaires et finalement, a pris la décision en toute connaissance des causes. C'est un homme il connaît bien les conséquences, il savait que cette possibilité était sur la table. Il savait pertinemment que le bombardement en juin n'a pas eu les effets qu'il aurait souhaité et qu'il était probable et nécessaire d'entrer en guerre à nouveau avec l'Iran. Et c'était un choix qu'il a fait tout seul. En tout cas, pour lui, il est clair, ensemble, nous avons une version de la part de certaines personnes, ce qui a eu lieu lors de ces décisions au mois de février. On ne saura pas exactement. Il y a plusieurs personnes. Et à la fin, c'est M. Trump, et qu'il est dit depuis longtemps, c'est lui qui décide s'il y va, s'il y va pas. C'est pas parce que M. Netanyahu a un avis sur le sujet qui entre en guerre, mais Donald Trump décide. C'est un homme qui a son caractère. Personne ne peut le pousser. Il sait ce qu'il fait. Et aujourd'hui, il est face à une situation. Je voudrais vous entendre, on voudrait vous entendre sur un autre sujet, Magali Lunel, qu'on a décidé de traiter aujourd'hui, qui se disent très déçus, très désappointés
par l'OTAN. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, ils disent qu'en gros, les pays européens en particulier n'ont pas suivi les Américains dans cette guerre, et il leur dit, en gros, nous, on est toujours venus vous défendre dans l'histoire, nous, on assure votre défense un peu partout dans les pays européens, voilà, on vous aide, on dépense beaucoup d'argent pour vous, mais dès qu'on vous demande un coup de main, vous n'êtes pas là. Je résume la position de Donald Trump, et elle me semble intéressante, ne serait-ce qu'au regard de l'histoire, parce que tous les Européens savent très bien que 1917, l'armée canadienne débarque, voilà, et puis plus récemment, bien évidemment, les missiles installés en Allemagne au moment de la guerre froide face à l'ogre soviétique. Même si beaucoup de gens disent « mais ça n'était pas notre guerre ». Il a déclaré cette guerre à l'Iran, Trump, sans demander, sans dire quoi que ce soit aux Européens. Quelle est votre position là-dessus, sur Trump qui... Sur l'OTAN, nous pourrions imaginer aussi le rôle que les alliés doivent jouer vis-à-vis de l'Iran. L'Iran est clairement un ennemi, un axe du mal. Et, il y avait des milliers de personnes qui ont été tuées par les derniers 47 ans, et qu'aujourd'hui, on sait pertinemment que nos intérêts sont alignés. Le regret, c'est que lors de cette campagne, les Alliés ont tourné le dos. Ils n'ont pas même permis de leur territoire. Alors attendez, Randy Galloz, ça c'est vrai. Randy Galloz, une seconde. J'aimerais entendre le général Sidos sur ce sujet, parce que vous avez été chef d'état-major dans l'état-major opérationnel de l'OTAN, en charge des... Ma question est très simple. Pourquoi est-ce que des pays de l'OTAN sont allés de leur espace aérien aux Américains? Il ne s'agit pas là, on n'est plus dans participer à la guerre, là. Non. Simplement, s'il y a un avion américain qui passe au-dessus de chez nous, on n'est pas d'accord. C'est quand même sacrément dur et violent. Bon, là, ils n'ont pas agi parce qu'ils étaient dans l'OTAN. Ils ont agi parce que ce sont des nations indépendantes. Les Espagnols ont décidé parce qu'elle a une politique bien précise. Nous, on a interdit uniquement les avions transportant du matériel militaire à destination d'Israël. Déjà, la nuance est là. Mais il me semble me rappeler que déjà, je crois que c'était pour les raids sur la Libye il y a très longtemps, on avait posé des problèmes aux Américains, on n'avait pas voulu qu'ils... Est-ce que vous comprenez, main dans la main à l'OTAN, est-ce que vous comprenez leur amertume, général Sidos? Ils peuvent, mais le problème c'est qu'il faut le demander poliment. Excusez-moi, il faut le demander poliment, il faut déjà le demander. L'OTAN, c'est un espace de dialogue, et on demande les choses. C'est pas je prends mes avions et j'arrive. Il y a aussi le problème, les Américains le font. Vous savez, en Normandie, ils débarquent en avion sans prévenir personne. On ne sait pas qu'il y aura tant de troupes, tant d'avions. Alors, le problème, il est là, au bout d'un moment. Bon, en Normandie, c'est très gentil, on fait les cérémonies. Mais enfin, quand on est engagé dans des opérations, mini-attentats qu'on a eu, tentative d'attentat à la Bank of America, je veux dire, c'est des conséquences qu'on mesure en France. Nous, on a eu la rue de Rennes dans les années 80. On a eu plein de choses comme ça. Vous voyez, quand le Drakkar se tient, mais on n'a peut-être pas la même vision. On mesure toutes ces conséquences. Alors d'accord, on n'est peut-être pas ultra courageux, j'en doute pas, mais quand même, je veux dire, c'est vrai. Plus rationnel, on est peut-être plus rationnel quelque part. On mesure toutes ces conséquences. Donc moi, je vois très bien. La seule et unique fois où l'article 5 de l'OTAN a été invoqué. La seule, c'est en Afghanistan. C'était le 11 septembre. C'était pour l'Afghanistan. Aux États-Unis, les Alliés ont été là quand il l'a fallu. On était là. Mais en plus, ça s'est pas fait dans la minute. À New York, on y est allé. Et après, quand il y a eu besoin de renforcement en Afghanistan, il y avait des sommets, c'était discuté, c'était préparé, tout le monde était d'accord. Et pardon, mais il y a eu des dizaines de morts français. En plus. Très accessoirement, pour rappeler effectivement... franchement, j'écoute vos arguments, mon général, mais vous me dites... Enfin, franchement, on parle d'un conflit mondial avec un État toxique, la République islamique d'Iran, qui a des proxys, qui a tué des Français. Vous avez parlé de l'attentat du Drakkar. On parle des proxys. Vous avez la plus armée, la plus équipée du monde, financée pour déstabiliser la région par cet État toxique, parce que des dictatures, il y en a plein dans le monde, mais des dictatures comme ça, qui arment des armées ultra professionnelles à l'extérieur pour déjouer, déséquilibrer d'autres nations polies avec nous, d'accord? Enfin, il y a quand même une convergence atlantiste. J'ose dire que le président pourrait demander l'aide des Alliés autrement que par des tweets. Pourquoi l'ambassadeur des États-Unis n'est pas allé voir le président Macron? Pourquoi il n'y a pas des conseils de l'OTAN? Pourquoi on ne pose pas le problème sur la table en disant, voilà, quel débat à l'OTAN? Ça se fait. Tous les jours, il y a des réunions à l'OTAN. Tous les jours, les généraux, les ambassadeurs se réunissent. Il suffit de poser le problème à l'OTAN et là, vous arriverez à convaincre
vous arriverez à convaincre les gens. Surtout que Mark Rutte, surtout que le patron de l'OTAN n'est pas vraiment hostile à... Voilà, vous posez un problème et vous faites, excusez-moi de revenir au 11 février, un processus de décision. L'OTAN aime bien réfléchir, mais l'OTAN peut réfléchir très vite et se décider très vite. Donc voilà, c'est tout. Il suffit de poser le problème sur la table et pas le balancer. Il y a quand même des procédures. Je vais être plus sévère avec la France. Vous avez raison, le débat. Attendez. Renaud, Pila, vous venez de faire un teasing magnifique. Ouais. On marque que les Européens n'aident pas les Américains. Pourquoi est-ce que les Américains sont à ce point énervés, marris, de voir les Européens faibles? Ça, c'est la lecture américaine. On y revient dans un instant. On est trop cynique, la France. On est trop cynique, vous dites. Mesdames, messieurs, merci d'être à la place du citoyen américain de l'Arkansas, du Vermont, du Maine, de Californie, d'où vous voulez, du Texas, qui se dit, les Français, les Européens, on est allés les aider avec le général Pershing en 1917. On est allé les aider sur les plages de Normandie en 1944. On est allé les aider pendant la guerre froide en Europe, en installant des missiles pour les protéger d'une possible invasion soviétique. On les a toujours aidés. On a dépensé beaucoup d'argent. Et aujourd'hui, que nous, Américains, nous menons cette guerre contre l'Iran, non seulement ils nous aident pas, mais en plus ils interdisent le survol de leur territoire à nos avions. Je suis désolé, les amis, je pourrais comprendre qu'un Américain, au regard de l'histoire, soit agacé par cela. Renaud Pila. C'est ce qu'a dit Donald Trump hier soir. Il a reçu d'ailleurs en toute discrétion de Mark Rutte, le patron de l'OTAN. Et ça n'a pas calmé la colère du président américain. Regardez le message qu'il a posté, c'était dans la nuit pour nous en France. L'OTAN n'était pas là quand nous avions besoin d'eux, et ils ne seront pas là si nous avons de nouveau besoin d'eux. Rappelez-vous du Groenland, ce gros morceau de glace mal géré, écrivait, l'a dit, l'a répété aussi, la colère du président Trump à l'encontre de l'OTAN. Écoutez. J'ai une citation directe du président et ils ont échoué. Et j'ajouterais qu'il est assez triste que l'OTAN ait tourné le dos au peuple américain au cours des 6 dernières semaines, alors que c'est le peuple américain qui finance sa défense. Bah oui, Renaud Pila. Oui, moi je comprends le désarroi de certains Américains. C'est le toutou de Trump. Il l'a appelé grand-papa il y a 6 mois. Deuxièmement... C'est le patron de l'OTAN. Ouais, patron de l'OTAN. Deuxièmement, je reviens au cynisme de la France quand même, et le cynisme de quasiment tous les États. Je le répète souvent, les États n'ont pas de morale, les États n'ont que des intérêts. On n'a que des intérêts. Et le gouvernement français, depuis toujours... c'est le cas de De Gaulle et tous les autres présidents, défendent les Français. Si on regarde le dossier iranien, dans le dossier iranien, ça va peut-être choquer, mais depuis des décennies, en tout cas des années, nous sommes tranquilles vis-à-vis des Iraniens. Nous sommes tranquilles. Nous ne sommes pas concernés par le Hezbollah, ce sont les Iraniens. Nous ne sommes pas perturbés par l'Iran, c'est Israël. Alors effectivement, on est un allié d'Israël. Enfin, quand on voit comment Israël se comporte avec nous, et comment on est... Non, et je termine. Vous avez, deuxièmement, sur le dossier libanais, Macron a besoin des Iraniens pour régler le dossier libanais. Bon, enfin, je suis désolé, les États n'ont pas de morale. Enfin, la France entre en guerre en 1939 pour aider la Pologne. C'est la raison, parce qu'on a des accords, ainsi que les Britanniques. Et on va être menacés. Ouais. Et on va être menacés. On va être menacés par les... Ouais. Très bien. Richard Verly, même question. Ces Américains peuvent trouver un peu fort de café que nous allions jusqu'à interdire le survol de l'Espagne, de l'Italie, de la France. Il faudrait leur expliquer à ces Américains qui sont sans doute prêts à l'entendre parce qu'ils ne sont pas tous en faveur de cette guerre. Oui, rappelons-le quand même. Sûr. Je suis sûr que dans l'Arkansas, il y en a beaucoup. La question de l'Iran, il y a une différence stratégique entre les Européens et les Américains. Les Européens, en tout cas avec l'administration Trump, les Européens croient en la négociation. Les Européens ont travaillé d'arrache-pied pour négocier ce fameux accord, le JCPOA de 2015, qui visait à limiter, ou en tout cas à encadrer et dénoncer par Donald Trump unilatéralement en 2018. Il se trouve que sur les dossiers de l'Iran, les Européens ne croient pas à la solution militaire. Et donc il est assez logique qu'au sein de l'Iran, ouvrent les États-Unis dans ce qui, à leurs yeux, et à mon sens à juste titre, est une aventure militaire extrêmement dangereuse dont les résultats ne seront pas acquis. Donc il y a une différence stratégique. Oui, Sébastien Regnault, donc très bien, près de l'Iran, parce qu'on est assez loin, nous. On croit aussi aux mensonges à répéter et continu des Iraniens sur le sujet. Enfin, les Iraniens ont rarement été sincères sur le nucléaire. Moi, je me mets à la place. C'est vrai, si un allié me demande de l'accompagner, à savoir, est-ce que si moi j'analyse qu'il y a un mur, je vais lui dire, écoute, tu m'écoutes, on va essayer de le
contourner le mur, on va essayer de faire en sorte de pas se retrouver écrasé contre un mur. Parce que c'est ça le problème. À partir du moment où il a perdu la guerre et que les Iraniens ont avancé un pion dans le détroit d'Ormuz, parce que toute la question est là, c'est que maintenant toute notre économie mondiale dépend d'un seul pays, l'Iran. Et toute la question est de savoir, est-ce que on va essayer de rentrer dans l'escalade? Je vous rappelle qu'avant-hier, on était au bord de l'apocalypse. C'était presque l'Armageddon, la fin du monde. Nous allons détruire une civilisation. Ou est-ce que on va rentrer dans une négociation? Et là, les Français et là, les Européens, ils sont bien meilleurs que les Américains, excusez du peu, parce que nous avons une vieille tradition. Vous savez, une fois, je me suis fait choper par les services de renseignement iraniens en Iran, et on m'a demandé, en France, vous avez de bonnes informations sur l'Iran? Alors je lui réponds, je sais pas si on a de bonnes informations, mais je crois quoi? Bah parce que ça fait 300 ans qu'on a des relations diplomatiques entre la France et l'Iran. Et il me dit, ah oui, à l'époque les États-Unis n'existaient même pas. Et je crois que on est un petit peu dans cette situation où on est dans un rapport de force. Les Américains, leur doctrine, c'est imposer la paix par la force. Et je crois que la doctrine européenne, on peut tenter la négociation. Mais enfin, jusqu'à ça, regardez le dernier film. Est-ce qu'on tente toujours la négociation avec le diable? Regardez le dernier film de Xavier Giannoli, qui raconte ces gens du jardin qui jouent ce journaliste de gauche humaniste qui dit faut toujours, vive la paix, faut parler avec l'Allemagne. Et puis Hitler arrive et il dit oh non, on continue à parler avec l'Allemagne parce que surtout pas la guerre. Voilà, il y a un moment donné où on ne parle plus avec le diable. On ne parle plus avec le diable. Là, pour le coup, les Américains ont décidé de descendre la voilure. Il était question pendant la guerre de prendre le détroit d'Ormuz. Ils ont décidé de pas le faire. Maintenant, il faut assumer les conséquences. Général Philippe Sidos, serait-il possible que, par mesure de rétorsion, les Américains disent « je quitte l'OTAN ». Est-ce que ce sont des paroles en l'air ou est-ce que les Américains sont prêts vraiment à quitter l'OTAN? Alors techniquement, ce serait pour eux une erreur stratégique énorme. Le président Trump, il est encore là pour 3 ans, 2 ans, 3 ans. 2 ans. Les Américains perdre cet acquis stratégique, ce serait grave. Déjà, les implantations. Le Ramstein, c'est un nœud aéroporteur absolument gigantesque. C'est Roissy militaire, voire mieux. Bon, ensuite, ils ont gardé quelques bases. C'est évident qu'après, ils avaient baissé la voilure au niveau division classique, etc. Mais regardez ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine. On a renforcé, les Américains ont renforcé le théâtre européen. Mais vous savez, même pendant la guerre froide, on en parlait, du découplage entre les États-Unis et les Soviétiques vont attaquer. Est-ce qu'ils vont engager des forces classiques? On s'est vraiment posé la question. Puis après, ils ont mis en œuvre un certain nombre d'exercices. Je me rappelle Reforger, Reinforcement. On en parlait, alors qu'il y avait une menace concrète. Stratégiquement, je pense, très honnêtement, malheureusement, parce qu'on fait pas les efforts de bâtir des défenses classiques. Qui consacre des budgets conséquents à sa défense classique en Europe? Il n'y en a pas beaucoup. Il y a nous. Un petit peu et encore. Franchement, on pourrait faire beaucoup mieux. Mais est-ce que des rétorsions contre certains pays de l'OTAN, est-ce que ça peut être par exemple déplacer quelques bases? Dans la presse américaine en ce moment, on dit il n'est pas content du Royaume-Uni, de l'Italie, de l'Espagne, il y a 2 bases. De l'Allemagne, pas le Royaume-Uni, mais l'Allemagne. Est-ce que ces bases-là, qui sont dans ces 3 pays, pourraient être déplacées vers... Bien sûr, il peut les décaler, il peut les mettre à l'Est, il pourrait trouver d'autres emplacements. Vous savez, il y a plein de pays qui seront ravis d'avantage. Et puis c'est une marque de sécurité, donc effectivement, tous les nouveaux pays qui ont adhéré pourraient se ravis. Oui. Mesdames, Messieurs, vous restez avec nous dans un d'Ormuz et peut-être pas ce qui était prévu. Et puis nous parlerons encore. C'est le 11 février. Mais comme j'ai le sens du teasing, je vous dis pas ce qui a basculé. Comme ça, vous le devinerez et vous serez bien obligés de rester avec nous. À tout de suite, les amis. Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver avec une actualité encore une fois qui nous percute et qui nous télescope. Voilà, vous allez bien, Magali? Oui, très bien. Vous déclenchez un fou rire juste au moment de prendre l'antenne. C'est un petit peu compliqué, mais ça va. Ça m'est déjà arrivé, le fou rire, vous faites rire. Et moi, j'ai eu au début de la guerre, au lendemain du 8 et du 9 janvier, puisqu'on en parle, j'ai eu pour la première fois de ma vie, en regardant les premières images de témoignages d'Iraniens qui sortaient d'Iran et qui témoignaient avec leur téléphone depuis la Turquie, où ils étaient passés, ils avaient franchi j'ai eu des moments d'émotion tels que pendant 20-30 secondes, je n'ai pas pu reprendre la parole. C'était au lendemain du 8 et 9 janvier dernier
Et je m'en souviens encore, et c'était très très difficile. C'est le seul immense moment d'émotion dans ma petite carrière qui m'a empêché de parler. Autour, il y a le général Philippe Sidos, ancien de l'OTAN, merci d'être avec nous. Richard Verly, éditorialiste suisse, merci d'être avec nous. Isabelle Saporta, merci d'être avec nous. Renaud Pilat, merci également. Merci à Sébastien Regnault. Et merci également, et nous l'accueillons, il vient d'arriver, après avoir pris modestement sa petite pause déjeuner, un petit sandwich à 3 sous, le prestigieux patron du service international d'LCI. Il faut que nous vous parlions de ces images de propagande, parce qu'on est au 40e jour qui suit la mort d'Ali Khamenei, le guide suprême iranien, tué, assassiné dans les conditions que vous connaissez. Bon, et bien évidemment, c'est l'occasion d'une démonstration qui sont soigneusement cadrées, voilà, sur une grande avenue de Téhéran, et où l'on voit tous ces drapeaux qui ont dû être distribués parce qu'ils font tous le même format, ils sont tous de la même taille, voilà. Mais ça nous renvoie quand même à quelque chose de très vrai, Grégory, c'est qu'il y a toujours dans ce pays, dans cette dictature, dans toutes les dictatures d'ailleurs, sans doute une minorité de ressortissants, de citoyens de cette République islamique d'Iran qui soutiennent le régime. Oui, bien sûr, avec ces drapeaux donc de la République islamique, ces portraits des deux Khamenei, on voit le portrait du père et le portrait du fils, et on aperçoit quelques drapeaux jaunes du Hezbollah, le mouvement frère, j'ai envie de dire, de cette République islamique. Ah, attendez, tous les drapeaux jaunes qu'on voit là, c'est les drapeaux du Hezbollah. Il me semble apercevoir le sigle du Hezbollah. Oui, en tout cas, beaucoup. Oui, beaucoup. Oui, vous avez raison. On estime, alors c'est très compliqué sur un pays de 92 millions d'habitants de savoir qu'elle est générale 10% à peu près. Et pour ça, pour arriver à cette estimation, vous prenez les gens qui appartiennent aux gardiens de la Révolution, plus ou moins leurs familles, les Bassidji, et puis on regarde les résultats, la dernière présidentielle, ceux qui ont voté pour le camp le plus conservateur, etc. Donc, allez, vous avez 8 à 10 millions de personnes qui soutiennent encore le régime, et ce sont eux qui sont dans les rues, évidemment avec des manifestations qui sont très organisées. Vous parlez, Marc, le 40e jour de la mort du guide suprême Khamenei, il y a des bus, enfin oui, tout ça est très organisé, évidemment, de force, en tout cas populaire, dans les rues de la capitale. Siavash Ghazi, France 24, donc à Téhéran, écoutez-le, c'était il y a quelques minutes. C'est une foule très importante qui s'est réunie dans le centre de la capitale iranienne. De nombreuses familles venues avec leurs enfants dans les poussettes. Donc une foule particulièrement importante. Je tourne la caméra pour que vous vous rendiez compte vous-même de l'importance de cette foule qui est là depuis maintenant plusieurs heures. Donc 20 heures hors local. Donc pour rendre hommage à la mémoire de l'ancien guide suprême iranien qui a été donc tué il y a 40 jours. Donc cette procession vont se poursuivre. Beaucoup de drapeaux libanais en signe de solidarité avec le Hezbollah. Beaucoup de drapeaux du Hezbollah libanais. Et des gens qui demandent que l'Iran ne cesse pas, que l'Iran intervienne pour soutenir le Hezbollah. On ne négocie pas avec les Américains, à qui affirment les manifestants. On ne fait pas confiance. Donc une position de plus en plus dure de la part de cette partie de la population iranienne. Il faut continuer le combat. Donc cette partie de la population est dans la rue et qu'il ne faut pas céder, alors que contre Israël, de la part des responsables militaires iraniens, notamment le chef de la force Quds des gardiens de la Révolution, qui a affirmé que l'Iran allait frapper Israël après les attaques qui ont été menées contre le Hezbollah libanais, et alors que d'autres responsables affirment qu'il n'est pas certain que l'Iran aille participer aux négociations avec les Américains et Islamabad prévues demain ou après-demain dans la capitale pakistanaise. Voilà, Siavash Ghazi en direct de Téhéran. Je vais vous dire une chose, moi je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à la sincérité de ces manifestations pour plein de raisons. D'abord, quand un pays d'un proxy qui est dans un autre pays, on se rassemble, on souffre, à la limite que les gens pro-régime disent mort aux Américains, c'est concevable. Mais le Hezbollah libanais, vous imaginez si nous, sous les bombes, des millions de Français se réunissaient pour dire vive l'indépendance du Québec, vive le Québec libre. Enfin, franchement, on a autre chose à faire que de songer au sort des Libanais. Même si le bombe fasse des manifestations pour soutenir le proxy à quelques milliers de kilomètres de là au Liban. Par le régime, pour dire que ce cessez-le-feu est fragile parce que, ici par
par les gardiens de la révolution. Oui, mais alors maintenant, c'est là où, je crois qu'il faut changer le monde. Là, faut remettre toutes les cases à zéro et puis essayer de voir ce qui va se passer. Parce que là, on vient de basculer dans un monde. C'est-à-dire que maintenant, j'essaye de mesurer un petit peu les conséquences de ce qui se passe. La sécurité, toute l'économie mondiale du Liban. C'est-à-dire que tant que le Liban ne sera pas en sécurité, il n'y aura aucun bateau qui passera sur le détroit. Vous êtes en train de nous dire, Sébastien, que ce petit État, grand comme 2 ou 3 départements français, c'est Loir-et-Cher, la Nièvre, les Landes, ce petit État dont on se soucie peu quand il est en paix, ce petit État concentre sur lui la stabilité. La voie de la négociation entre l'Iran et les États-Unis, il est bien clair que pour l'Iran, alors est-ce que ça marchera ou pas, moi j'essaye d'essayer d'expliquer quelle est la stratégie iranienne, c'est-à-dire que c'est le passage du détroit d'Ormuz des bateaux contre la sécurité du Liban et de l'Iran. Donc, si vous voulez, vous disiez à l'instant que le cessez-le-feu, c'est dans sa stratégie, mais le problème c'est que maintenant, s'il continue, alors il pourra le faire pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, mais au bout de 2-3 mois, vous vous souvenez le prix du baril qui était passé à 110, 100 s'ouvre pas, même s'il n'y a pas beaucoup de bombes, même si nous ne sommes pas en guerre, mais si le Liban continue à prendre, eh bien, on va avoir des répercussions économiques qui vont se répercuter sur la pression. Vous y croyez vraiment à Israël, je parle sous votre contrôle, Richard, qui s'opposerait durablement aux intérêts des Américains, sachant à quel point ils ont besoin... Je parle du rapport de force, je parle du levier, je ne parle pas évidemment après la stratégie. On est d'accord que Donald Trump a sifflé la fin de la récré. Voilà. Donc, est-ce que vous haussez des épaules? J'entends ce haussement d'épaules. Maintenant, si vous voulez, est-ce que quelqu'un pense vraiment que Israël tout seul va pouvoir faire son dôme pour se protéger et donc va continuer à être à longue, pas très crédible? Non, c'est pour ça. Moi, je pense que ce qui s'est passé hier, c'est dramatique. Il y a plus de 250 morts pour une personne visée du Hezbollah. Le rapport est quand même extrêmement grave. Mais là, c'est aujourd'hui ce qui se passe. Et là, apparemment, le cessez-le-feu est respecté. On va voir jusqu'à demain, parce que demain, il est tenu qu'il y ait une négociation entre les Américains et l'Iran. Si le cessez-le-feu est rompu, les Iraniens n'iront pas à cette négociation, c'est clair. C'est un levier, et donc c'est un levier qui va permettre aux Américains, et c'est clair que les Américains vont sans doute tordre le bras de Netanyahou pour lui dire, maintenant on arrête on rentre dans une relation diplomatique. Mais il était temps que ce moment arrive, si vous voulez, pour passer à autre chose. On peut penser raisonnablement que après ce qu'ils viennent de subir, les Iraniens ont également envie de enclencher, c'est ce que je disais à l'instant, des relations politiques et diplomatiques pour faire un traité de paix, en fait, qui peut couvrir l'ensemble de la région. Qui souhaite s'exprimer sur ce sujet? Vous êtes autorisé. Vous avez levé le doigt. Vous êtes autorisé, Richard Verly. 2 remarques par rapport aux images. D'abord, une remarque toute simple. Il faut le redire. Cette guerre est effroyable. Elle est menée avec énormément d'intensité. 13 000 ou 15 000 frappes. Mais vous remarquerez que la ville de Téhéran, le centre de Téhéran, n'est pas détruit. Il faut le redire. C'est-à-dire, c'est quand même un objectif sécuritaire ou militaire. C'est important de le. J'aime vous l'entendre dire parce que dans ces débordements, parfois, de commentateurs, d'experts de mauvaise qualité sur les autres chaînes, on entend tout et son contraire, et cette obsession anti-trumpienne, encore une fois, moi je suis pas là pour défendre Trump, mais j'aime bien le débat. J'aime pas. Vous savez ce qu'on dit dans les tribunaux rabbiniques? Quand il y a unanimité, on revote. Quand il y a unanimité, on revote. Eh bien ici, tant qu'il y aura une unanimité, on revotera. Voilà. C'est pour ça que je voudrais que tous les jours, il y ait quelqu'un qui essaie d'amener un peu de discernement pour... Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que, effectivement, cette démonstration politique, elle vise à associer la cause du Hezbollah à la cause de l'Iran de manière irrémédiable. Maintenant, quand même, est-ce qu'à un moment donné, les Iraniens eux-mêmes ne vont pas faire le ménage et se dire que leur alliance avec le Hezbollah, qui a été décisive dans leur emprise régionale, et elle finit par... sur laquelle peut être mise Donald Trump, c'est que l'Iran lâche le Hezbollah. C'est le feu extrêmement fragile, vous l'avez tous dit, parce que pour le moment, visiblement, l'Iran, le régime iranien, garde la main sur ce détroit d'Ormuz. On va y revenir, mais d'après J.D. Vance, hier, ça y est, le trafic pouvait reprendre, et il répétait les objectifs des Américains. Écoutez.
Eh bien, nous avons déjà constaté une augmentation du trafic aujourd'hui. Avec un peu de chance, nous verrons une hausse du trafic demain. Nous pensons voir des signes que le détroit d'Ormuz commence à rouvrir, que les marchés constatent la même chose. Mais le président a été très clair. L'accord, c'est un cessez-le-feu. Une négociation, c'est ce que nous offrons et c'est ce qui produire. Le président ne respectera pas nos engagements si les Iraniens ne respectent pas les leurs. Voilà les objectifs, mais pour le moment, il y a seulement quelques bâtiments aujourd'hui à travers la voie d'une agence de presse officielle, de manière à être protégés de possibles collisions avec des mines. Jusqu'à nouvel ordre, les navires devront prendre des routes alternatives pour le trafic dans le détroit d'Ormuz. Donc, ça c'est la voie officielle de l'Iran. Exactement. Qui dit qu'il faut prendre de presse officielle. Donc on dit, attendez, donc les Iraniens officiellement passer tout en haut. Passer tout en haut que la voie habituelle. Qui est là pour nous expliquer ce que sont ces voies alternatives? Alors, ces voies alternatives, effectivement, les voici selon des gardiens de la Révolution. Vous le voyez, ce n'est pas très lisible. On vous les a reproduits sur une carte pour que vous compreniez quels sont le tracé en rouge. Pour accéder donc au détroit, c'est pour sortir directement du détroit d'Ormuz. À noter que contrairement au premier trajet, eh bien, vous ne passez pas entre les deux îles, mais au sud de l'île de l'Arak. Ces deux voies, elles sont donc officiellement annoncées par Téhéran, qui précise aussi, et c'est très important dans la première carte que je vous ai montrée, qu'il y avait une zone de danger. Elle est donc au large d'Oman et selon Téhéran, cette zone pourrait potentiellement être minée. Cette phrase, elle est volontairement au conditionnel dans le texte. Comme si finalement l'Iran n'était pas sûr qu'il y avait bel et bien des mines ou sous-entendant que d'autres auraient pu l'épargnement américain. C'est bel et bien l'Iran qui a positionné des mines dans le détroit. Au moins 12 que celles que je viens de vous montrer, parce que tenter la traversée par une autre voie ou sans autorisation, serait le signe d'une destruction automatique du navire, selon les messages radio qui ont été transmis au navire qui se trouve dans le détroit. Donc pour emprunter ces voies, c'est un droit de passage. Est-ce que ce système pourrait perdurer? Eh bien, oui. Puisque, selon Donald Trump, c'est une des cas à même proposé d'exploiter conjointement, ce péage entre Iraniens et Américains. Regardez ce que le président américain a déclaré à l'un de nos confrères. C'est un moyen de sécuriser le détroit. C'est une excellente idée, selon Donald Trump. Pas sûr qu'Oman, à qui appartient une partie des eaux, soit d'accord, ni d'ailleurs les autres pays du Golfe qui n'ont absolument pas été consultés pour... C'est stupéfiant. Passionnant. Non mais Nivine, merci encore une fois, merci pour la précision. Moi, mesdames, messieurs, si vous êtes contre cette guerre, pour moi, c'est l'argument numéro 1. Nous avions avant des eaux partout dans les eaux internationales, elles sont libres, voilà. Et ce détroit d'Ormuz pouvait être librement emprunté par tout navire. Voilà. On entend Donald Trump parler d'une co-entreprise irano-américaine, c'est ça, on n'y est pas, hein. Alors, premier scénario. Deuxième scénario, on a un Iran qui a mis la main du fait de cette guerre sur le détroit d'Ormuz et qui s'enrichit, qui a le projet de s'enrichir allègrement en faisant tout simplement un droit de péage quasi médiéval du trafic lié au pétrole, quand même, aux hydrocarbures. Juste sur ce point très précis, c'est une énorme régression, cette guerre, quand même, Général Sido. C'est une régression internationale, mais c'est un progrès pour les Iraniens. Voilà. Et d'ailleurs, le président Trump va dans le même sens, puisque quand il a arrêté son ultimatum, la condition de cessez-le-feu, ce qui l'intéresse fondamentalement, c'est le détroit d'Ormuz. En priorité, c'est ça. C'est la réouverture du détroit d'Ormuz pour faire fonctionner l'économie mondiale, la Chine, le Japon, tous les autres pays. Parce qu'effectivement, on s'est un petit peu aperçu, tous autant qu'on est, que ce golfe arabo-persique, c'était pas que du pétrole, c'était une zone industrielle de très haut niveau, de grande qualité, qui nous servait à tous. Donc c'est ça. Donc là, en fait, on est effectivement dans ce débat. Et c'est pour ça que le président Trump, qui perd pas le Nord, contrôle. Pourquoi pas? Bon, alors après, il négociera pas, mais enfin, il remet, ça paraît incroyable, il remet un pied sur, je dirais, le business avec l'Iran. C'est ça. Voilà, il reprend un pied. Et en même temps, il a peut-être un autre objectif géopolitique qui est je me mets d'accord. Il avait dit plusieurs fois, je vais me mettre d'accord avec un mollah. Bon, là, ce serait avec... on peut aller voir plus loin. S'il remet les pieds en Iran, il marque des points, il le sait. Et même un petit peu vers la Chine. C'est-à-dire qu'il il abandonne pas. Général, quand même, on va passer. Que pas. Oui.
Si on y pense, Non, mais il y a pensé, sachant qu'est-ce qu'ils ont dit les Iraniens. Ils ont dit vous nous payez en yuan, donc la Chine, ou en bitcoin. Oui. Et c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire pour, au fond, en finir avec le pétrodollar. Donc, c'est quand même pour affaiblir Donald Trump. Ouais. Ah oui, allez-y. Donc, on est quand même plutôt là-dessus, plutôt que sur quelque chose. Et là, il y a un sondage qui vient de sortir qui est très, très... Et donc, dans ce sondage, ils disent, au fond, maintenant, on a plus peur des États-Unis de Donald Trump que de la Chine. C'est quand même une dinguerie. Ah oui. Entre les tarifs douaniers qu'on a eus, qui nous ont étranglés, parce que c'est ces pays-là qui ont été étranglés par les tarifs douaniers, parce que c'était eux qui fabriquaient, en fait, tout ce qui est arrivé vers les États-Unis, on a été étranglés. Et maintenant, on est étranglés avec l'énergie. Maintenant, le moindre pour cela, c'est la Chine. Alors, c'est vraiment un strike pour le moment de la part de Donald Trump qui est quand même assez ahurissant. Mais alors, le monde que vous dessinez, Général Sidos, il est assez intéressant puisque vous dites finalement, Trump dit, finalement, les Américains, le monde occidental co-gérerait avec l'ennemi, entre guillemets l'adversaire, ce détroit d'Ormuz. Finalement, ce Donald Trump se voit finalement en chef du monde occidental dans ce triptyque mondial. On aurait l'empire chinois, que sais-je, l'empire russe, et puis gère le Groenland mal géré, il vient de dire, mal géré par les Européens et les Danois, ils sont nuls, voilà. C'est vrai que lui, il verrait des installations nucléaires au nord du Groenland pour défendre l'Europe et l'Occident et les États-Unis. Donc en gros, c'est ce qu'il voudrait, quoi. Est-ce que ça ferait sens? Après tout, l'Europe est sous la coupe américaine sur le plan de la défense depuis des décennies. Finalement, ici, si on acceptait notre sort, arrêtons de plastronner, on n'est rien, on est des vassaux des États-Unis. Bravo. Non, mais j'en sais rien, moi, je sais pas. C'est un aspect. Mais néanmoins, en vous écoutant, vous respectez Poutine. Il respecte un homme fort. Là, il respecte un homme fort. Il se dit, celui-là, je lui ai pas cassé les reins, je peux potentiellement discuter avec lui. D'accord. Il y a peut-être un peu cette logique aussi chez Trump. Et puis il faut revenir dans l'histoire. Excusez-moi de mettre un petit peu de contexte, mais ça fait 47 ans que l'Iran et les États-Unis dans la région. C'est-à-dire que là, nous passons d'un univers non coopératif où c'est la guerre, les armes, les infiltrations, les vers coopératifs. Et c'est là où il y a un changement de monde. C'est-à-dire que il a parlé de la République islamique d'Iran pour la première fois. Il a eu un négociateur iranien. Et puis il parlait de... Vous voyez la situation. En fait, on est en train de changer le monde là. C'est-à-dire que quand... C'est stupéfiant. Mais si on est en train de changer le monde. Après 40 jours de guerre, même si Donald Trump veut rouvrir un détroit qui était ouvert avant le début de cette guerre, et il est prêt à faire du business avec ce régime-là. Comme si Magali, je vous écoute, on réfléchit en parlant. Comme si c'était pour les États-Unis de gagner formellement cette guerre âpre, comme si ainsi l'Iran avait gagné ses galons de puissance forte. Donc du coup maintenant on l'appelle République islamique d'Iran, et puis on dit je vais traiter d'égal à égal avec le patron du Donald Trump, une joint venture. Donc c'est une entreprise qui donc installerait une barrière de péage là au détroit d'Ormuz, et puis pourquoi est-ce qu'on fait pas la même chose au détroit de Gibraltar? Après tout, pourquoi les Asiatiques feraient pas le détroit de Malacca? Maintenant, faut payer large de la Manche. Je dis maintenant, les Européens, on taxe. La boîte de magnifique pour financer les retraites. Et on reboucle la boucle. On fait payer un détroit, on met un péage au large du rail d'Ouessant. Tiens, le rail d'Ouessant. Le rail d'Ouessant. C'est que pour Donald Trump, et là il parle à son électorat, mais il le pense profondément, toute guerre doit rapporter. C'est ça son obsession, qu'il est le président le plus puissant du monde et qu'il a l'armée la plus puissante du monde. Mais il faut que ça rapporte. Et le péage, voire à la fin, tout ça va nous rapporter. Et enfin, mais je parle sous le contrôle de Sébastien, faisons quand même un petit flashback historique. L'idée d'avoir un partenariat américano-iranien sur le pétrole, c'est une idée très... En 1953, le Premier ministre iranien a installé le Shah d'Iran des États-Unis pour gérer le pétrole iranien. Contenir la Russie, une zone qui s'étend de Kaboul à Beyrouth. Mais c'est pour ça, c'est pour ça qu'Israël est si inquiète, parce que si jamais la guerre mondialisée, toute la région s'arrête, et apparemment elle peut s'arrêter, on revient dans une guerre régionale classique, où la grande confrontation, les Américains et Trump fassent un deal avec l'Iran. Puis on peut quand même penser que le deal en question protégerait Israël. Mais quand même. C'est pas ce que pensent certains Israéliens. Attendez les amis, des choses incroyables qui se sont déroulées le 11 février. Non, mais dites pas, oh là là, le teasing. Allez-y. Alors là, tout est écrit en bas. Alors, ce jour-là, c'est quoi là?
Ça, c'est Benjamin Netanyahou à ses descentes d'avion quand il arrive à Washington pour rencontrer Donald Trump. C'est sans doute l'une des seules images dont on dispose de ce jour-là qui a été crucial. Parce que, selon le New York Times, Benjamin Netanyahou est venu pour rencontrer d'abord Marco Rubio et ensuite est allé dans la fameuse Situation Room. C'est la cellule, la salle de crise de la Maison-Blanche où le premier ministre guerre au Moyen-Orient. Alors attention. Cette histoire est racontée par le menu, dans le détail absolu américain, le New York Times, et qui raconte tout. Et c'est absolument dingue. Quelqu'un a dû balancer. Est-ce que c'est Donald Trump? On lui a tordu le cou de prendre la décision de la guerre. Pour le coup, si j'ai un conseil à donner aux téléspectateurs de LCI, si vous avez un peu de temps devant vous, vous allez sur le site du New York Times, vous retrouvez cet français. C'est un papier de Maggie Haberman, qui est, Richard la connaît, absolument, la meilleure connaisseuse de Donald Trump depuis le premier mandat. Autrice d'une très bonne biographie, pardon Grégory, vous interrompt, qui s'appelle Conman, de Conman, c'est-à-dire l'escroc. L'escroc. Elle connaît Trump sur le bout des doigts. Elle arrive d'ailleurs de New York, elle travaillait, je crois, au New York Post avant, elle le suit depuis le début, elle le connaît par cœur. Et il y aura un livre à paraître en plus. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle a des accès incroyables et c'est pour ça qu'elle a autant d'infos. Et en plus, elle écrit formidablement bien. Franchement, lisez ce papier. Qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, qu'est-ce qu'il ne lisent pas? Qu'est-ce qu'il raconte? Que, effectivement, le 11 février, alors qu'il n'y a pas eu de conférence de presse des deux hommes, etc., n'était patron du Mossad. Et ils viennent rencontrer Trump. Si je prenais une expression vraiment triviale, ils viennent un peu lui bourrer le mou, quoi. C'est-à-dire qu'il faut lui retourner le cerveau. Et ils arrivent dans cette salle. Ils ont préparé des vidéos, dont certaines, je crois, ont été réalisées grâce à l'intelligence artificielle, pour lui montrer ce que serait la guerre et ce que serait l'après-guerre en Iran. Donc ils lui font une démonstration avec des PowerPoint, des vidéos, pour lui dire il faut y aller. Autour de Trump, il y a évidemment le patron de la CIA, Rubio, le chef d'état-major, qui sont très dubitatifs, d'après les informations qu'il y a dans ce papier. Mais visiblement, c'est pas très clair sur est-ce que la décision a été prise ce jour-là, qui ont suivi pour aller jusqu'au 28 février. Mais vous savez, il y avait un autre papier dans la presse américaine qui racontait que Trump décidait, avec ses guns, nom du type, toute la fin de l'année dernière, tous Israéliens et Américains, pour arriver jusqu'au 11 février. Mais le 11 février, c'est là où ça bascule. Il écoute la démonstration et son instinct, puisqu'il raisonne comme ça, lui dit on va y aller quelques jours plus tard. Alors que John Ratcliffe, le patron de la CIA, dit l'hypothèse de soulèvement des Iraniens pour nous aider pour faire le changement de régime est farcique. On se produit. Il faut jamais oublier la crise de Cuba d'octobre 60. Et là, c'est son état-major qui veut frapper. Alors en fait, il y a le Japon et qui ont obtenu la décision à travers les bombardements, globalement. Et là, c'est le président qui n'y croit pas. Et c'est lui qui décide, lui aussi. Bon. Donc là, il est face, effectivement, à des Israéliens qui sont convaincants. Netanyahou est convaincant. Intellectuellement, on sait très bien que Trump est assez proche, quand même, de l'État d'Israël. Il a reconnu la capitale, Jérusalem. Donc, il a quand même instinctivement un intérêt pour aider. Comment le patron de la CIA et comment le chef d'état-major vont à l'encontre des arguments. Ils peuvent tout dire, c'est des conneries, pardon. Et ça tient pas la route, etc. N'y croyez pas, monsieur le président. Mais qu'est-ce qu'ils opposent techniquement à ça? Wall Street Journal, où bien sûr, on avait dit que le chef d'état-major, que les Iraniens allaient s'en servir. Et Trump a dit, en 15 jours, ça sera réglé. Oui. Il y a quand même un pouvoir politique qui décide. Il y a toujours eu des paris, quelquefois, des paris qui ont fonctionné, des paris qui n'ont pas fonctionné. Et quelquefois, les militaires, le président Trump peut se dire, ils sont trop prudents. Il y a une puissance militaire fabuleuse. Oui, peut-être que les Iraniens vont craquer. Alors peut-être également, ça c'est une autre option, peut-être que la série d'objectifs qui a été choisie pour faire plier les Iraniens n'était pas la bonne. Peut-être que s'il avait attaqué dès le début tout ce qui était infrastructure civile, peut-être, j'en sais rien, il avait cassé tous les ponts, les centrales électriques, si l'économie iranienne s'était complètement écroulée, l'Iran était dans le noir, plus rien ne fonctionnait, voire la prise de l'île de Karg, voire le blocus sur une autre forme. Peut-être que là, ça aurait fonctionné. Sur un autre tempo, d'autres objectifs. Donc vous trouvez qu'ils ont joué petit bras, en fait, finalement? Non. Là, le problème est... dire que tel objet, peut-être, oui, peut-être qu'ils jouent. Mais c'est vrai, je suis d'accord sur ce point. D'accord. Nous sommes tous des chroniqueurs, nous sommes tous des. Oui, moi je suis assez d'accord avec ça. Je suis assez d'accord que les moyens engagés à un autre moment,
à un autre instant de la vie à d'autres résultats. Peut-être qu'il s'en fiche, lui, du changement de régime, Donald Trump, et que c'est pour ça qu'il n'a pas tapé sur l'île de Cargue, parce qu'il est plus intéressé par les présidents cyniques. Il n'était pas très intéressé par ce changement de régime. Il est faux de dire ça, parce que Trump sait parfaitement que le changement de régime, le détroit d'Ormuz, le nucléaire, tout est un strike. Voilà. Ça, il a tout mis dans la balance pour obtenir un changement de régime. Et là, je reviens sur cette décision qui a été prise d'intervenir. C'est qu'est-ce qu'on fait si ça marche pas ? Et là, on sent que le plan B n'est pas, c'est-à-dire que si le régime tient, est-ce que le détroit d'Ormuz, là, on se retrouve tous sonnés depuis 2 jours avec un nouveau péage mondial sur toute notre économie mondiale, il n'a même pas été anticipé en avant. J'assure mes garde-fous, je prends le contrôle tout de suite du détroit d'Ormuz, arrivé très tard. Oui. Mais pardonnez-moi. Parce que moi, je suis convaincu que aujourd'hui, nous avons tous beau jeu de dire solide que prévu. En réalité, ça aurait dû marcher. Personne n'aurait pu imaginer que sous ces flots de... Personne n'aurait pu imaginer que ça ne tombe pas. Malheureusement, alors tous les gens qui vous... écoutez, tous les gens qui vous disent maintenant... C'est une phrase toute simple. Il est plus difficile de briser un préjugé. Vous savez, on a tous des préjugés, j'ai des préjugés. Sauf qu'Einstein, il nous rappelle... Et tout est là. C'est-à-dire que si on se gourre dans nos calculs... on se retrouve dans la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'il n'a pas détricoté, et là je crois qu'il y a beaucoup c'est un petit peu... Et je crois que, voilà, il a baissé la garde au niveau des garde-fous. Là où je suis d'accord avec vous, c'est que il faut, et comme la guerre en Ukraine, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu il y a 5 ans sur la guerre en Ukraine, y compris de militaires. Ça va durer 6 mois, l'OTAN, on est très bon, et on va réaliser des armes. On en est au bout de 5 ans. Donc je pense que là où vous avez raison, très grande, on pouvait imaginer, et les premiers faits l'ont montré, que le régime serait ébranlé. Ça peut arriver en 48 heures. Donc là, je suis entièrement d'accord avec vous. Et dernière chose, Trump, il s'en moque. Il est beaucoup moins concerné par le détroit d'Ormuz. Le Pakistan vient du détroit d'Ormuz. C'est pour ça que le Pakistan est dans le médiateur et veut arracher l'accord. Donc Trump, c'est le point central. Il ne lâchera pas sur le nucléaire, Trump. Le reste, franchement... Allons à $4. Voilà. Vous exagérez un peu sur le détroit d'Ormuz. Pardonnez-moi. Est-ce que le travail des militaires, c'est pas, à un moment donné, de commander-in-chief, de dire voilà l'opération et voilà le pourcentage de champs inconnus. Est-ce que c'est une vision un peu simpliste ou est-ce qu'il y a vraiment un pourcentage qu'on donne aux décideurs ? Bien sûr, enfin un pourcentage ou une façon de le présenter, tout à fait, oui. D'ailleurs, Duncan, d'après le Wall Street Journal, dit oui, c'est peut-être jouable. Mais surtout, il y a une autre chose là que Trump a déjà vécu ça. Quand vous dites des frappes classiques obtiennent un résultat. Trump, il veut la paix en Afghanistan, il veut négocier avec les talibans. Il les amène à la table de négociation à Doha, relance une offensive, alors qu'il était convenu de pas le faire. Trump s'estime trompé. Il estime que les talibans ont triché. C'est pas un problème. Il envoie l'aviation américaine, il les pilonne. Ça dure quelques semaines quand même cette affaire-là. Et puis après, quand les talibans sont pris une bonne dose, ils reviennent à la table des négociations. C'est-à-dire qu'il n'a pas cédé, il n'a pas bradé l'Afghanistan aux talibans. Il les amène à la table de négociation. Il triche pendant les négociations. Il dit, vous vous moquez de moi, mon image est abîmée, je vous bombarde. Ça dure plusieurs semaines, ils renforcent, etc. Et ils reviennent à la table de négociation et il obtient l'accord. Alors après les suites de l'accord, c'est une autre histoire. Mais il l'a vécu, de faire plier les gens avec des bombardements. C'est quand même l'histoire de la guerre, je suis désolé, mais le congrès de Versailles en 1919-1920, qui redessine la carte politique de l'Europe, la fin des monarchies, les Habsbourg, etc., la création de nouveaux États, c'est des bombes. C'est bien des bombes et une guerre qui ont changé le monde. En 1945, c'est bien des bombes sur Dresde, qui ont changé le destin d'Allemagne. Avec des fantassins engagés là, ou que ce soit en Afghanistan. Et les Américains sur Hiroshima et Nagasaki, c'est des bombes. On est dans une autre échelle. Sébastien Abyss est là depuis quelques minutes, qui écoute patiemment ce débat, chercheur associé à l'IRIS, directeur du Club Déméter. Ce qu'on peut aussi voir quand même, c'est que Donald Trump a été convaincu par les Israéliens et qu'il a préféré écouter donc le patron du Mossad ou le Premier ministre israélien que ses propres services à lui.
Oui, c'est vrai que ces dernières révélations, en fait, sont des fausses semaines sur le dossier iranien, sur le fait que cet alignement entre Netanyahou et Trump était déterminant. Ça a été vrai l'année dernière sur les opérations du mois de juin et visiblement là encore plus nettement avec peut-être un grand gagnant finalement dans cette guerre, c'est J.D. Vance qui politiquement visiblement était assez opposé à ce qui se passait dans la semaine et qui est d'ailleurs mis en avant aujourd'hui comme médiateur potentiel, non sans raison, alors que c'est pas trop son sujet à ce stade l'international. Donc ça c'est un vrai point et ça pose pour moi une question qui est visiblement là sous nos yeux depuis quelques heures, c'est-à-dire que ce qu'on avait aussi souvent évoqué ici, c'est le désalignement potentiel entre Netanyahou et Trump sur ce qu'il faut continuer à faire autour de l'Iran et des opérations jour après jour. Et c'est vrai qu'on voit que ces dernières heures, ce désalignement a suscité que à Washington, en tout cas dans la tête de Donald Trump, il y a un scénario, une tentative de cessez-le-feu avec tous les guillemets, et pendant ce temps-là, Israël continue sur le Liban, et on voit bien que d'ailleurs le Liban n'est pas dans les 10 points, et on voit bien, est assez clair, c'est que tant que le Hezbollah représente une menace, il est hors de question d'arrêter de frapper. Je pense que dans nos sociétés, dans nos systèmes européens, en fait, on a une vraie difficulté avec le temps long, à la fois pour se projeter et se développer aujourd'hui, mais se finir très vite, dès qu'on annonce des choses, la paix pour la semaine prochaine. Et là, c'est vrai que sur le dossier iranien, à nouveau, on voit une espèce d'impatience stratégique versus des systèmes très rigides, peu souples, mais qui ont en fait une patience tactique, parce qu'ils sont habitués à l'usure, l'adversité, quelque part, tout ça se prépare depuis des années. Et ce Moyen-Orient où l'histoire n'a pas commencé il y a quelques mois, les problèmes se sédimentent quand même depuis des décennies et il n'y en a aucun qui est résolu. Donc en fait, nous n'avons qu'une sédimentation de problèmes. Et c'est vrai que Netanyahou, ça fait pas juste quelques temps qu'il est là, ça fait un petit moment, et il a un agenda qui est assez obsessionnel. Et voilà, il était temps que les États-Unis se dissocient d'Israël dans la région aussi. C'est-à-dire que prise de conscience, à mon avis, à Washington, que les intérêts des États-Unis sur l'Iran, évidemment, Israël ne sera jamais laissé de côté par les États-Unis. Il y a une relation filiale entre les deux. Mais ils vont comprendre que les intérêts stratégiques ne sont pas les mêmes, que l'envergure des problèmes ne sont pas les mêmes, et qu'il va falloir l'Iran, qui est le cœur du Moyen-Orient, si on fait un zoomage, les Américains vont aussi trouver des intérêts dans cette région en essayant de concilier ceux d'Israël. Alors, on va parler maintenant de l'OTAN, parce que Donald Trump en a marre. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est énorme, c'est gigantesque, parce qu'il trouve que les Européens ne font pas le boulot, manque de solidarité et manque de rétroviseurs dans l'histoire. Très très en colère le président américain qui a reçu très discrètement hier le patron de l'OTAN, Mark Rutte, c'était à Washington, et visiblement Mark Rutte l'a pas tellement calmé, parce que regardez le message qu'il a posté au cours de la nuit après, et ils ne seront pas là si nous avons de nouveau besoin d'eux. Rappelez-vous du Groenland, ce gros morceau de glace mal géré, donc encore une fois évidemment des insultes, et donc qui menace d'avoir des mesures de rétorsion. Est-ce que, général, il est possible que Donald Trump prenne des mesures dans les mois à venir contre certains pays, certains alliés? Les Espagnols l'ont fâché, effectivement, et vous, autour de la carte de tout à l'heure, vous montriez qu'il y avait des bases. Elles n'existaient pas avant, elles n'existent pas depuis 1000 ans, les bases. Puis il y a d'autres pays qui seraient ravis d'accueillir des bases américaines, c'est certain. Alors on le rappelle, la carte dont vous parlez, on va la voir, parce qu'effectivement, il y a plusieurs bases partout en Europe. Oui. Et visiblement, d'après la presse américaine, il y a certains pays dans le viseur de Donald Trump, et il envisagerait, donc l'Espagne, il est mécontent parce que l'Espagne a refusé d'augmenter son budget consacré à la défense. Et n'a pas voulu que son espace aérien soit survolé par les avions américains. L'Italie, parce que elle a refusé que 2 avions américains se posent sur la base de la Sicile, la base américaine, et l'Allemagne qui a fortement critiqué cette guerre au Moyen-Orient. Donc toutes ces bases dans ces 3 pays pourraient éventuellement être déplacées plutôt vers l'Est. Je ne connais pas par cœur là. Les bases américaines qui existent, je sais qu'en Pologne déjà il y a une école, à Bydgoszcz. Bon. Donc ils pourraient très bien agrandir cette école et cette base. Les Polonais seraient ravis. Seraient ravis. Donc effectivement, nous, quand De Gaulle a décidé de fermer l'OTAN, les états-majors, les bases sont parties. Elles se sont réimplantées après, elles sont restées pendant très longtemps ailleurs, et puis l'affaire a été réglée. Mais ça serait un coup porté à l'Espagne
à l'Italie, à l'Allemagne de faire des bases américaines. Oui, vraiment montrer sa mauvaise humeur, une réalité, et puis voilà, terminé, oui, tout à fait. Mais pour eux aussi, parce que l'Allemagne, de mémoire, je parle sous votre contrôle général, ils ont 36 000 hommes en Allemagne, 13 000 en Italie, enfin ils vont pas les faire partir du jour au lendemain. L'Allemagne, on voit bien que c'est quand même très stratégique. Par contre, je voudrais quand même rappeler, Isabelle, que Mark Rutte, bon alors je sais bien que Mark Rutte entretient de bons rapports avec Donald Trump, a dit oui, certains pays de l'OTAN ont failli. Il a dit certains pays de l'OTAN ont failli. Le vrai débat, je vous le dis, il n'est pas opérationnel, il n'est pas institutionnel, il est philosophique. Est-ce que nous sommes dans une communauté d'intérêts avec l'Amérique du Nord, malgré Donald Trump? Est-ce que nous devons passer une communauté d'intérêt? Est-ce que nous devons passer... Est-ce que c'est d'accepter une vassalité? Non mais pardon, parce que là vous dites communauté d'intérêt comme si Mark Rutte, qui appelait quand même Donald Trump papa, était finalement notre grand défenseur à tous. Il est maqué avec les États-Unis, pour quelle raison je l'ignore. Et est-ce que c'est une communauté d'intérêt d'être un vassal? Moi je trouve très bien que la France, elle ait fait entendre sa voix, et le général... Mais la France, elle n'a pas de voix, elle n'a rien. La France, l'Allemagne, l'Espagne sont incapables de se défendre. Il y a le Premier ministre pakistanais qui dit c'est très bien, le président est au cœur du game, c'est lui aujourd'hui qui est au milieu en fait, entre le Liban, l'Iran, en train d'être aux manettes. Enfin, arrêtons d'être à ce point-là, d'accepter la vassalité. On va vous entendre, on a un devenir vassal en permanence. Le jour où la France aura 1500 milliards de budget militaire, elle pourra refuser la vassalité. Pour l'instant, la vassalité ne se discute pas. Nous n'avons pas d'armée, on ne peut pas tenir la guerre 3 jours. De Gaulle, vous qui adorez le général de Gaulle, c'est grâce à ça qu'on n'a pas de base de l'OTAN en France et cocorico. Effectivement. Moi, j'en suis ravie qu'on ne soit pas des vassaux. Vous avez très bien, mais vous seriez peut-être ravis si on n'avait pas de sous-marin nucléaire, vous seriez peut-être ravis si on n'avait pas d'armée. Non, mais je veux dire, on n'a pas de capacité militaire, on ne peut pas esquiver ce que vous appelez la vassalité. Non, le général, s'il vous plaît, notez là sur le sujet. Non, mais c'est un ancien de l'OTAN. Non, mais la question philosophique, vous ne m'avez pas laissé terminer. La question philosophique, elle est simple. Est-ce que on doit passer par-dessus les outrances verbales de Donald Trump pour considérer que, par-delà Trump, nous sommes indéfectiblement dans le camp de la démocratie, je ne sais pas, des États-Unis, de Jimi Hendrix ou de qui vous voulez jusqu'à actuellement Lady Gaga. Est-ce que c'est ça notre monde? Parce que quand les Ukrainiens quittent le monde russe, c'est qu'ils aiment le style de vie occidental. N'oublions pas ce qu'est le style de vie. Le style de vie occidental, c'est le téléphone portable, c'est la liberté, etc. C'est des cousins, les Ukrainiens sont des frères des Russes. Et pourtant, ils sont prêts à mourir en se battant contre leurs frères. Donc notre style de vie à nous Français nous rapproche-t-il indéfectiblement des Américains, des Canadiens, des Australiens, des Japonais, des Espagnols, des Italiens? Est-ce qu'on est dans le même camp? Ou est-ce qu'on doit dire non, finalement, on n'a pas à être le vassal des États-Unis? Elle est philosophique, la question. Dans cette affaire-là, je ne reviendrai pas forcément là-dessus, mais Trump nous a pas beaucoup attaqué, nous, Français. Il faut quand même voir qu'on a quand même déployé le groupe aéronaval, qui a 60-70% de la marine française, dans les eaux méditerranéennes, là où était le porte-avions qui a eu la launderie, la laverie qui a brûlé, le Ford, c'est ça, qui est parti en Croatie, qui maintenant va aux États-Unis. Bon, déjà, on est dans les mêmes eaux. Bon, on a quand même envoyé du monde. On a cette mission avec 2 frégates entre la mer Rouge et la mer d'Oman, donc faut pas oublier. On participe à la défense des pays du Golfe. On a quand même envoyé des renforts en rafale. On est très discret là-dessus, mais c'est une réalité. Quel est le seul pays occidental qui a des chars sur place? C'est la France. Oui. On a une dizaine de nucléaires. On pourrait en avoir plus, je suis d'accord. Néanmoins, c'est une réalité. Donc ça c'est fait. Ça, c'est une décision du président Macron. Après, on ne le met pas tellement en valeur, on est très discret là-dessus, mais on l'a fait, c'est concret. L'affaire du vol de l'avion qui transporte potentiellement du matériel à destination d'Israël, comment a été prise la décision? Je rappelle que la France a interdit le survol de son territoire, un des avions américains. Voilà. C'est pas forcément Macron, enfin le président Macron qui a pris la décision. Vous savez, les vols, c'est une demande diplomatique. Et ça passe par les affaires étrangères, etc. Il suffit qu'il y ait un employé qui dise « ça me plaît pas »,
j'interdis le vol. Et ça devient un scandale. Faut pas oublier... Enfin, ça fait beaucoup. Vol italien, vol espagnol. Alors, Isabelle, ça porte des Français. J'entends bien. Mais à l'échelle d'un Américain qui se dit, on est venu en 1919, on est venu en 1944 sur les plages de Normandie, on les a armés contre les Soviétiques, dire, ils ne veulent même pas. Non, mais l'Américain, il voit l'Europe, il voit l'Italie. Ce serait l'invasion des États-Unis, on irait. Ce serait l'invasion des États-Unis, on irait. Là, c'est pas l'invasion des États-Unis, pardon. D'accord. Il voit l'Italie, l'Espagne et la France qui interdisent juste le survol du territoire national à des avions américains. Un petit point. Vous avez déjà un obstacle. 50% des achats américains militaires, c'est l'Europe. 50%. Trump passerait sur 50% de chiffre d'affaires de l'industrie américaine. Vous refusez le débat philosophique. Je suis désolé, c'est un débat philosophique. Arrêtez de me parler de matériel. C'est un débat philosophique. Moi, je me sens plus proche des États-Unis que de la République islamique d'Iran, malgré Trump. Mais Eric, enfin, vous doutez de ça et de Poutine. Mais espérons que le prochain président des États-Unis ne soit pas un Trumpiste, parce que sinon... Et si c'est J.D. Vance, vous avez lu J.D. Vance qui dit c'est le plus isolationniste des islamistes. On veut une Amérique l'entre-soi, on se coupe du monde entier. Et donc s'il y a un divorce, je termine, s'il y a un divorce entre les États-Unis et l'Europe, qu'est-ce qu'on fait ? La divorcer, on dit ah non. S'ils veulent divorcer, il faut bien qu'on s'organise. Souveraineté militaire, souveraineté énergétique, souveraineté pétrolière. Il y a déjà eu des présidents isolationnistes en Amérique. Il y a déjà eu des présidents d'extrême gauche, d'extrême droite, partout ça n'empêche pas. Nous avons une communauté d'intérêt. Mais là où je suis d'accord. Non mais c'est faux ce que vous dites, Renaud, pardon. J.D. Vance, il était en train de soutenir Orban en vomissant sur l'Europe. Vous appelez ça isolationnisme ? Moi j'appelle ça impérialisme. Non mais ça n'a rien à voir, il veut détruire l'Europe. Non, il veut détruire l'Europe. Non, ça n'a rien à voir. Vous appelez ça de l'isolationnisme, vous, de vouloir détruire l'Europe ? Oui, parce qu'il soutient Orban pour détruire l'Europe. On parle pas la même langue. On est au cœur du débat. Je suis désolé, on est au cœur du débat. Mais concrètement, le pays qui a aidé le plus les Américains dans ce conflit, c'est la France. Je suis désolé. Les avions, les Rafales qui ont abattu je ne sais pas combien de drones, c'est une réalité. Bon, les Anglais ont envoyé un petit peu de matériel également. C'est une réalité concrète. Alors on le fait pas pour se préserver diplomatiquement en disant on entre en guerre aux côtés des Américains parce qu'on se ferait un peu forcer la main et qu'on veut garder un peu de dignité diplomatique. Mais concrètement, le groupe aéronaval, c'est lourd quand même. En plus, il est au large du Liban. Ça tombe très bien finalement. Mais c'est lourd. Je veux dire, c'est du concret. Vous avez raison. La libération du détroit d'Ormuz, entre parenthèses, c'est la France qui a la technologie s'il y a des problèmes de mine pour apporter les bateaux. Donc là, les États-Unis vont bien avoir besoin de la marine française et anglaise. Donc vive la France, Monsieur Brunet. Comment ? Donc vive la France. Vous avez raison sur ce plan-là. La France, malheureusement, ça n'a pas été assez dit, mais la France est très présente, ne serait-ce qu'avec tous les intercepteurs de missiles et de drones qui sont envoyés vers les pétromonarchies par la République islamique d'Iran. Là, on aide vraiment beaucoup. Méliès, c'est l'heure de LCI Direct. Excellent après-midi à tous.